Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à un autre épisode du podcast Jamais assez. Cette semaine, je reçois Bart Rollet. Bart, triathlète, fondateur du club de triathlon Bart Coaching, un triathlète d'expérience qui a fait plusieurs Ironman et qui continue à avoir du plaisir depuis tout le temps qu'il pratique le sport. On va avoir une conversation très geek, mais aussi très philosophique sur... Très philosophique, moi. C'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux, mais disons une conversation sur les raisons de s'entraîner, sur l'importance de mettre le plaisir et les saines habitudes de vie au centre de pourquoi on s'entraîne pour pouvoir justement bâtir une hygiène de vie à long terme qui inclut le sport. Et donc, on va parler de performance, on va parler de FTP, on va parler de plein d'abréviations très geeks. Donc, si vous débutez dans le monde du triathlon, soyez assurés que cette conversation-là va être très pertinente pour vous. Par exemple, sur comment optimiser son entraînement, est-ce qu'on doit prioriser augmenter le volume, augmenter la récupération, les intensités. On va parler aussi beaucoup de natation parce que Bart est entraîneur Swim Smooth, donc il fait des séances pour aider les débutants comme les triathlètes plus avancés à augmenter leur vitesse de natation tout en pratiquant la technique et les intensités. C'est une conversation je vous cacherai pas, entre, je pense, deux passionnés. J'étais extrêmement content de recevoir Bart au podcast pour parler de triathlon, l'évolution des technologies, la quantité de data qui est maintenant disponible pour monsieur, madame, tout le monde, comme vous et moi, qui s'entraînent de manière amateur dans le but de s'amuser. On a cette petite conversation-là parce que Bart, il faut le savoir, a une formation d'ingénieur, donc quelqu'un qui est capable d'utiliser toutes ces données-là pour améliorer les plans d'entraînement. Et c'est vraiment ça qui ressort de notre discussion. C'est fort intéressant. J'espère que vous allez l'apprécier autant que moi. Avant de vous laisser sur la discussion, je vous encourage à vous abonner au podcast Jamais assez si ce n'est pas déjà fait. La majorité des gens ne sont pas abonnés au podcast et de le partager avec vos amis triathlètes, ça nous aide énormément et je vous en serai très reconnaissant. Donc, sans plus tarder, partagez-le et je vous laisse la conversation entre les oreilles. Bart, bienvenue au podcast Jamais assez. Merci d'être présenté. Merci de venir. C'est généreux de nous donner de ton temps. Bien occupé, d'ailleurs. Tu t'en vas en camp d'entraînement dans quelques jours. Ouais, on part à Tucson samedi, là. Est-ce que tu es prêt? Oh, bien sûr. Est-ce que ton bike est prêt? Ouais, non, ça fait plus de 10 ans qu'on va là-bas, donc on est un peu chez nous. Ouais. Dans quel coin à Tucson? Vous êtes proche de Gate Pass ou... Non, plutôt au nord. Okay. On va dans Sabino Canyon. C'est là que vous allez depuis quoi? 10, 12? Ouais, ça fait plus de 10 ans, là. Plus de 10 ans qu'on va là-bas. Combien d'athlètes t'amènes là-bas? On est une quinzaine, là. On garde ça pas trop gros ces camps-là, comme ça on a une belle expérience. Là. Vous faites quoi, 10 jours ou... Non, une semaine. Une semaine. Ouais. Fait que Bart Coaching? Ouais. Fait que pour ceux qui te connaissent, c'est bien, mais pour ceux qui te connaissent pas, ils vont se demander qu'est-ce que tu fais ici puis pourquoi je te reçois. Moi, je te reçois parce que tu es un entraîneur de longue date. Tu es aussi un ancien ex-ingénieur qui s'est reconverti dans une autre manière de vivre à fond, on va dire ça comme ça, peut-être. Ouais. Alors, avant de commencer justement sur ton côté entraînement, moi, j'étais vraiment curieux de savoir qu'est-ce qui t'a poussé c'était en quelle année, grosso modo, que tu t'es tourné vers l'entraînement? Premièrement, toi-même, tu as fait des Ironman, Ouais. T'es encore... Donc, en fait, moi, je suis arrivé au Québec en 2006. Okay. Et je m'étais dit, tiens, en arrivant ici, je vais apprendre la natation. Je savais pas trop nager, la brasse, quoi. Donc, je me suis dit, je vais m'inscrire à un triathlon ou je vais joindre un club de triathlon. Ça va me permettre déjà de relever un petit défi, de m'améliorer en natation et puis de rencontrer du monde. Ouais. C'est quand tu viens de l'étranger, c'est un beau moyen de rencontrer des gens et de pas juste rester dans le cercle franco-français. Ouais. Et donc là, j'ai joint le club de triathlon, les Chicken Olympique Triathlon. Là. Ouais. Et puis de fil en aiguille, je me suis passionné pour tout ça. Les gens là-bas, c'était vraiment vraiment un beau groupe. Ouais. Et puis ça partit comme ça. Puis la passion a décollé comme ça en fait. Fait que là, tu as travaillé comme ingénieur jusqu'à quand tu as décidé de faire la chose? Parce que maintenant, tu as une entreprise là, qui s'occupe de faire du coaching. Tu es comme temps plein là-dedans, tu coaches les coachs. C'est qu'en fait, il y a une quinzaine d'années à peu près. En fait, ça a pris plusieurs années. Au début, j'ai fait mes formations avec Triathlon Québec. J'étais aux États-Unis faire différentes formations, etc. Sur on the side. Mm-hmm. Donc, je gardais ça pendant que je travaillais en tant qu'ingénieur. Dans le club, je me suis impliqué. Je suis devenu entraîneur de vélo, entraîneur-chef, etc.
Et petit à petit, après, j'ai commencé à entraîner des gens, mais toujours en étant ingénieur. Et puis à un moment, j'ai dû faire un choix, parce que quand tout est temps libre, tu les passes à googler des affaires de triathlon, que tu lis juste des affaires de natation, de vélo, de choses comme ça, que c'est vraiment ça qui te passionne. Ouais. Mais si on veut vraiment développer son métier ou ses qualités, même en tant qu'ingénieur ou de n'importe quoi, il faut avoir un minimum de passion. Et puis là, la passion était clairement partie ailleurs. Ouais. Je travaillais en fait à Saint-Bruno. Ça m'a fait drôle de revenir par ici en passant sur le pont Jacques-Cartier. C'est le chemin que je faisais en vélo tous les jours pour aller au boulot. Ouais. Je travaillais pour un contractant au CSA. Donc on travaillait sur des simulateurs ou des choses comme ça. Donc ça demandait quand même d'être impliqué dans ce que je faisais. C'était quand même des projets intéressants. Ouais. On travaillait vraiment sur des choses avec les centres de contrôle, etc. Mais j'étais plus assez passionné. Quand tu dis CSA, c'est quoi CSA? L'agence canadienne spatiale. Aérospatiale, ouais. Okay. Donc c'est ça. Ça me demandait d'être passionné. Puis à un moment... Il fallait que tu mettes tout ton temps là-dessus, mais là, t'étais rendu t'étais rendu sur les forums de Slow Switch, je trouve. C'est ça, Slow Twitch, là. Dès que j'avais un temps libre, là, hop. Quand je trouvais le temps long, est-ce que tu continues d'aller sur ce forum? Plus beaucoup. Non? Okay, je suis curieux. Un petit peu de temps en temps, je vais voir certaines choses. Quand il y a un événement qui s'est passé, puis je vais voir ce qui s'est passé en arrière, je vais aller voir sur le fil de discussion par rapport à cet événement. Ouais. OK. Mais sinon, c'est les mêmes sujets qu'il y a 15 ans, probablement, sur les longueurs de manivelle. C'est pas mal les mêmes choses. OK, fait que t'as fait le switch. T'avais quel âge quand t'as fait le switch de te dire, OK, je vais partir une business de coaching à temps plein? Écoute, il y a... J'ai 47, donc j'avais 35, 34, 35. Quoi. Okay. Ouais. T'étais-tu stressé de laisser cette sécurité-là de ta job ingénieur? La facilité avec ce travail, c'est que tu peux te dire, si jamais j'ai besoin de revenir, je suis réembauchable. Je pourrais retrouver un boulot. Mais j'avais l'impression de m'être tellement déconnecté du truc, je me dis, je sais pas trop comment retourner dedans là après. Okay. Mais c'est ce que je me disais. Pour te sécuriser. Mais ça reste que ma passion depuis tout petit, ça a toujours été le sport. Ouais. Parle-moi de ça. C'est quoi t'as fait quand t'étais plus jeune comme en fait, c'est en dehors des sports, compétitions, etc. J'ai 5 frères et sœurs, donc c'est sûr que c'est pas évident pour les parents de t'inscrire à différentes choses. Donc souvent c'était un peu par nous-mêmes. Donc j'étais toujours été, on se faisait des balades en vélo, on se faisait plein de choses. Avec les amis ou avec les frères et sœurs. Mais dès que j'avais des temps libres, quand on était en vacances ou quoi que ce soit, le Tour de France, le machin, n'importe quel sport, là, ça me passionnait. Ça a toujours été comme ça. Je pouvais regarder de la lutte gréco-romaine, je pouvais regarder n'importe quoi. Ça me passionnait. J'ai toujours été passionné par le sport, mais toujours dans un optique aussi d'être en santé. Ça a toujours été, vraiment, les deux ont été connectés ensemble. Peut-être parce que j'ai mon père qui a toujours... J'ai l'image de mon père qui était toujours un peu pas sportif du tout en fait. Quand il était jeune, il était sportif, mais après il a fumé parce qu'à son époque il savait même pas que quand on fumait c'était pas bon pour la santé, c'était l'inverse qu'on leur disait quasiment. Alors que c'était un passionné de montagne. Okay. Et donc il a fumé beaucoup. Ça fait qu'assez jeune il a eu des artères artificielles dans les jambes. Okay. Et donc moi je l'ai vu toujours en forme. Ouais. Et je sais pas pourquoi, mais moi, du coup, peut-être c'est ça, mais j'ai toujours été dans l'approche de je veux être en forme, je veux faire du sport, je veux pas rester dans mon lit toute la journée, je veux bouger. Donc, toujours avec cet aspect de faire du sport, être en santé, puis relever des défis, pas être limité, pas être tout ça. Okay. Mais ça a toujours été ma passion. Je suis vraiment n'importe comment, là, dès qu'il y avait les récrés à l'école ou quoi que ce soit, on allait jouer au basket, au foot, au truc, toujours du sport, toujours. Tout le temps. C'est ma passion, c'est sûr. Là. Ouais. Donc là, de sport d'endurance, c'était-tu quelque chose que tu avais exploré avant l'âge, justement, le marathon, en fait. Le marathon, t'avais exploré? Le marathon. Donc ça, j'avais fait un marathon à Paris, c'était justement avant d'arriver au Canada. Et puis, j'avais trouvé ça bien, mais assez lassant. Tu vois, juste courir. Et puis, pour continuer à progresser, tu vois, pour aller plus en bas de 3 heures, il fallait qu'au niveau morphologique, je fasse des efforts avec la nutrition, avec tout ça, puis ça m'intéressait pas. Tu n'étais pas dans cet aspect-là d'optimisation là, pour aller chercher un 3 heures, par exemple. Ouais, tu sais, je trouvais pas le défi intéressant, tu vois. Il y avait pas de... OK, je vais faire 2h45, OK, bon. Mais ça m'intéressait pas, ça m'attirait pas, alors que le triathlon, déjà juste le mot, je trouvais ça cool. Est-ce que c'est parce que t'as un côté comme curieux, justement, tu veux comme de la nouveauté? Ouais, j'ai besoin de nouveauté, ouais, un petit peu quand même. Ouais. Okay. Nouveauté, puis compétition, tu vois. Finir un événement pour finir un événement, bon,
Tu vois, quand la première fois que je le fais, je trouve ça cool. C'est comme je fais le GBC 500 par exemple. C'était pendant la pandémie, la première fois que je l'ai fait. C'est exactement de gravel. Ouais. Fait que ça, c'était intéressant. J'ai fait une fois, mais ça m'attire pas de le refaire nécessairement, tu vois. Je trouve c'est cool, c'était une belle découverte. C'est fun de le découvrir, ouais. Après, ça me... Parce qu'il y a peut-être pas la compétition qui rentre avec directement. Dans le même... parce que là, c'est un peu genre, c'est un défi d'ultra-endurance, fait que c'est comme le but, c'est de le finir, puis t'as moins l'aspect compétition. Est-ce que tu retrouves beaucoup ça chez les triathlètes? Moi, je te confie que c'est une des raisons pourquoi je suis allé au triathlon après avoir nagé pendant comme 8 ans, à 5, 6, 7 fois semaine. J'étais las de regarder la ligne dans le fond, tu sais. J'étais super en forme, c'était super bien parce que tu fais rien que ça, fait que tu deviens très, très performant. Mais au final, j'avais besoin de me changer les idées, puis j'ai dit, le triathlon, tu sais, j'aime pas vraiment courir, mais j'aime beaucoup le vélo, fait que ça va être ça, tu sais. Fait que pour moi, le triathlon, ça a toujours été un prétexte pour avoir quelque chose de diversifié sur lequel je me tanne pas, tu sais. Est-ce que tu le vois beaucoup dans tes athlètes? Ouais. C'est une des raisons? C'est une des raisons pour certaines personnes. Pas pour tout le monde. Il y en a, ça va être pour le défi, mais il y en a quand même beaucoup. Il y a ça. Des fois, c'est forcé. Des fois, c'est parce qu'ils ont une blessure. Et donc, ils se retrouvent il faut que je me mette à nager parce qu'en ce moment, je peux plus courir pour faire de vélo, ou je me fais du vélo parce que je suis un marathonien, puis là, je me suis blessé. Mais il y en a beaucoup, tu vois, exactement comme toi, des nageurs, par exemple, qui nageaient beaucoup. Ils se sont écœurés, ils ont arrêté complètement de nager. Puis là, finalement, ils se sont mis à faire du vélo, courir un peu. Je pourrais faire du triathlon. Et du coup, ils se remettent à nager. Puis le plaisir revient de la partie. Et le type d'entraînement est différent aussi. Donc, ça leur permet d'avoir du plaisir avec ça. Mais moi, j'adore ça, le fait d'avoir ces 3 sports. C'est que si tu vois que ça commence à être comme un petit peu limite, côté blessure ou côté fatigue mentale dans un sport, t'en fais un petit peu plus de l'autre. Puis c'est un peu comme l'histoire des saisons, tu vois. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Moi, j'adore les saisons parce qu'en hiver... tu vas faire plus de ski de fond, tu vas faire d'autres choses, tu vois, où tu vas peut-être plus de home trainer ou du tapis, mais en été, tu ressors dehors, tu ressors ton vélo. Le moment où tu ressors le vélo, comme là, on va arriver à Tucson, là, on ressort le vélo dehors, là, la première ride, quand il fait chaud là dehors, waouh, c'est génial. Et je pense que tous les Québécois, c'est pareil, quand ils ressortent le vélo au mois d'avril, là, mais c'est génial. Le feeling que tu as à ce moment-là. Comme ressortir tes skis en hiver, c'est génial, quoi. Donc, le fait d'intervertir, moi, je sais pas, je trouve que ça donne une... Puis est-ce que c'est quelque chose que tu dois convaincre parfois tes athlètes de faire pas cette pause-là, mais de dire, regarde, on n'est pas obligé d'être tout le temps focus. Parce que moi, des fois, j'ai l'impression que dans ma clientèle, il y en a une certaine frange, peut-être un 10-15%, qui sont très compétitifs puis qu'ils ont peur de ce qu'ils vont perdre quand ils vont... Ouais, j'en ai, c'est sûr. Il y en a qui ont très, très peur. Surtout qu'aujourd'hui, on a beaucoup de data. Donc, ils ont leur CTL, leur fitness, etc. Puis ils voient, mais là, il descend. Okay, ça, c'est juste une data parmi d'autres. Puis tant mieux si ça descend, c'est ce qu'on veut. C'est un peu ça que mais c'est dur de leur faire accepter toujours. Là. Des fois, ils ont vraiment du mal. Mais effectivement. On va revenir sur ça parce que l'enjeu justement du data, ça va faire partie de la deuxième moitié là, de conversation justement sur cette donnée-là qui prend le dessus parfois sur comment on se sent simplement par rapport à son entraînement. Chers auditrices, chers auditeurs, je vous interromps, je suis désolé. C'est important de savoir que la majorité des gens qui écoutent le podcast, vous êtes déjà plus de 100 000 à avoir téléchargé un podcast Jamais assez, ne sont pas abonnés. Donc, si vous voulez être certain de nous retrouver la semaine prochaine, en 2025, on sort un podcast par semaine. Assurez-vous de vous abonner sur vos plateformes d'écoute afin qu'on puisse se retrouver dans une semaine. C'est pas plus long que ça. Je vous laisse de retour à l'épisode. Quand tu as parti le Bart Coaching, ça a été quoi tes défis? Ça a-tu été de recruter des athlètes? Ça a-tu été parce que ton branding, il me semble que... Moi, tu vois, j'ai démarré Physio-Vélo en 2015. Donc, toi, ça faisait quoi, 2-3 ans peut-être que tu avais commencé ça. Puis déjà, tu avais déjà un brand... je dirais quasiment bien établi, là, autant sur le web que dans la communauté montréalaise. Ça a été comment tu as fait pour mettre en place rapidement une image de marque comme ça? En fait, moi, ça faisait déjà longtemps que je le faisais un petit peu comme on the side, comme on disait tout à l'heure. Là. Ça a été très vite, en fait, à aller chercher du monde, parce qu'à l'époque aussi, il n'y avait pas beaucoup de concurrence, si on veut. Il n'y a pas autant que maintenant. Ouais, quelqu'un qui cherchait à se préparer pour un demi-Ironman ou un Ironman, il n'y avait pas tant. Puis moi, je suis arrivé en plein au moment où ils ont ouvert Tremblant.
Ouais. Fait que ça, tout ça, j'ai pas fait exprès. Je me suis lancé, puis paf, Tremblant l'année d'après est arrivé. Ouais. Donc ça a fait beaucoup, ça a rapporté beaucoup de monde. Le bouche à oreille, ça a été très vite aussi. Puis au début, j'étais tout seul. Donc au début, tout seul, t'as 10, 12, 13, 14, 15 athlètes, ça va vite. Et après, tu peux pas en prendre plus personnellement. Et moi, le challenge, ça a été, je me suis dit, là, il va falloir que je recrute des coachs pour travailler avec moi. Donc là, il fallait que j'ai une méthode qui fonctionne bien pour pouvoir accueillir d'autres coachs puis pouvoir les former, etc. Donc, tu vois, je te dirais qu'au début, ça a été assez, pour répondre plus à la question initiale, ça a été assez vite d'avoir mes premiers athlètes parce que ça faisait aussi longtemps que j'étais intégré dans un club, par exemple. Donc, je connaissais déjà beaucoup de monde, je connaissais plein de monde dans le milieu. J'ai fait des formations avec Triathlon Québec, puis après, j'ai formé avec Triathlon Québec aussi. Donc, je formais des coachs avec Triathlon Québec, puis je formais des athlètes avec Triathlon Québec. Donc, j'étais dans le milieu depuis assez longtemps, en fait, quand je me suis lancé officiellement. Ouais, t'étais pas quelqu'un qui arrivait de nulle part, là. C'est ça, j'étais pas genre, comme aujourd'hui, des fois, tu vas en avoir qui arrivent sur les médias sociaux, tout d'un coup, je suis entraîneur, envoyez-moi des athlètes. Moi, j'étais dans le milieu déjà depuis un certain temps, avec beaucoup de connexions, avec les boutiques aussi. Donc, j'étais déjà très impliqué réellement, quoi. C'était quoi ton objectif quand tu as dit, OK, premièrement, tu pensais-tu que tu allais atteindre rapidement ton 10-15 athlètes, mettons? Je le voyais assez facilement parce que je refusais déjà du monde. Parce qu'avant d'être à temps plein, j'étais là, je peux pas prendre plus de monde parce que j'ai mon travail à côté, etc. Fait que tu avais déjà une validation. Puis il n'y avait pas que le coaching non plus individuel, c'est qu'il y avait les camps d'entraînement aussi. Donc j'avais commencé à en faire aussi sur mes vacances. Tiens, on va faire un camp à Cuba, on va faire un camp en Californie avec le partenaire à l'époque, c'était Marine Bikes. Et qu'on était parti faire un camp en Californie, etc. Puis je voyais qu'il y avait une grosse demande là-dessus. Puis ce qui m'empêchait d'aller plus de l'avant, c'était d'être à temps plein puis donner plus de temps. Ouais. Donc, tu vois, je voyais que le potentiel était là. C'était simplement que je mettais les freins. Donc, ça n'a pas été dur. Une fois que j'ai ouvert complètement, ça a été plus facile. Puis avec le bouche à oreille aussi. Ça a été rapide. Ouais. T'avais-tu anticipé que ton défi entrepreneurial, rapidement, ça serait de bâtir le système de coach pour former des gens? T'as vu ça venir quand même un peu, là? Ouais, comme... je te dirais, ce que je l'ai anticipé, ouais, quand même. Je me dis, ça doit être la chose la plus difficile. Ouais. D'assurer ton branding à travers... C'est tout ça, la chose la plus difficile, d'assurer... Ouais, je te dirais que le plus difficile, c'est tout le côté administratif autour, quoi. Quand t'as pas de formation, j'ai pas eu toute formation au niveau administratif. Ouais. Donc, toutes les démarches, que ce soit la comptabilité, que ce soit les démarches pour créer ton entreprise, etc., etc., ça, c'est dur. Puis après, c'est la croissance, comme tu dis, là, d'être capable de grossir, mais pas trop vite, de faire attention, voir comment est-ce que tu veux grossir, justement. Est-ce que tu veux franchiser? Jusqu'où tu veux. Comme certains font, ils font juste, ils vendent leur package avec les livrets d'entraînement, etc. Puis après ça, les autres font ce qu'ils veulent. Ou est-ce que tu veux garder ça en interne? Du coup, ça te fait un peu plus de travail, mais ça me permet de garder le contrôle sur la qualité, d'être sûr que les coachs travaillent comme moi, je veux qu'ils travaillent, pour qu'on garde juste la même philosophie. Mais c'était intéressant, par contre, j'aimais ça, tu vois. C'était un défi, encore une fois, c'était de la nouveauté. Mais après, je suis assez structuré par rapport à ma formation d'ingénieur. En plus, c'est en informatique, donc là, c'est des librairies classées, tac, tu utilises les différents logiciels pour savoir comment ranger les choses, comment optimiser les calendriers, les choses comme ça. Ça reste c'est pas du Excel, c'est plus haut niveau, mais ça reste accessible pour toi, là. Ouais. C'est intéressant, justement, de repenser. OK, j'ai des plans d'entraînement, je veux qu'ils soient sur plusieurs niveaux, je veux qu'ils puissent s'adapter en fonction du niveau de l'athlète, en fonction de l'objectif de l'athlète, etc. Donc, il y avait un côté où j'utilisais mes compétences par rapport au sport, quoi. Puis, tantôt, tu as dit, justement, m'assurer que mes coachs, ils respectent la philosophie. C'est quoi cette philosophie-là que tu as modelée au fil des années par rapport à ce que tu veux que les athlètes reçoivent de tes entraîneurs quand ils rentrent dans ta famille, le Bart Coaching? Ouais. Donc, en fait, il y a un aspect avec l'entraînement, c'est que nous, nos athlètes, on en a quelques-uns qui sont très performants, mais c'est jamais des professionnels. C'est toujours des amateurs. Donc, on veut leur donner le meilleur service possible, mais il faut se rappeler que c'est des amateurs. Donc, ils ont une famille, ils ont un travail, et il faut garder ça vraiment, comme bien équilibré. Et donc, moi, des fois, j'ai des coachs qui, au début, s'énervent parce qu'un athlète n'a fait pas bien les entraînements, on a arrêté 3 de suite, ou parce que, ils sont frustrés. Je dis, ouais, mais attendez... C'est ça ton défi? Ouais, je veux dire, si t'aimes pas faire ça...
il faut que tu ailles ailleurs parce que tu t'en vas à l'INS et puis tu vas t'occuper des athlètes professionnels. Nous, c'est complètement différent. C'est pas la même chose. Donc, il faut savoir t'adapter à ta clientèle. Et puis avoir du plaisir avec. C'est ça qui est super important. Et au niveau de tes entraînements, il faut que tu les adaptes, il faut que tu sois à l'écoute de ton athlète. Ça peut pas, c'est pas facile, mais c'est super intéressant. C'est vraiment... et puis, il faut que nos coachs aient du plaisir avec n'importe quel niveau, avec peu importe l'objectif que ça va être de l'athlète. Moi, j'ai des... Si tu me demandes les meilleurs souvenirs que j'ai avec tel ou tel athlète, pour moi, c'est super vague parce qu'il y en a, ça va être quand ils ont été à Kona, il y en a d'autres, c'est simplement leur premier triathlon, il y en a, c'est juste parce qu'ils m'ont envoyé un petit message en me disant, après leur course, ouais, mais super, merci. Depuis 1 an et demi, grâce à toi, j'ai décroché par rapport à... Parce que je buvais plus d'alcool ou des drogues ou des choses comme ça avant. Tu sais, je reçois des messages, des fois, ça te touche, mais c'est super, quoi. Ouais. Et voilà, c'est un tout, c'est pas juste la performance, quoi. Il y a la performance là-dedans, c'est ça qui est super motivant quand on étudie justement l'entraînement, etc. Mais c'est dans un équilibre global, quoi. Puis est-ce que ce branding-là, c'était... je te parle de ça parce que je vais te mettre en contexte ma question. Physio-vélo, moi, quand j'ai démarré, j'ai eu des... On va appeler ça des early adopters, des gens qui étaient dans le monde du vélo depuis longtemps puis qui savaient que le bike fitting, c'était important. En 2015, c'était moins à la mode de faire ça que maintenant en 2025. Donc, est-ce que maintenant, moi, j'ai un défi de marketing parce que je me dis, les gens qui bénéficieraient davantage de mon service, c'est probablement une population plus vieillissante, je dirais même au-dessus de 60 ans, qui demeure sportive puis qui pourrait tirer parti d'un bon positionnement pour faire plus de vélo, rester plus en forme. Mais au final, dans mon branding, étant donné que moi, je suis un passionné de vélo, puis que je suis un geek, puis justement, je suis comme toi, là, même quand je travaille pas, je veux dire, je regarde les nouveautés qui sortent, puis je m'informe de ce qui se passe. Donc, des fois, ce que je promouvois comme image, c'est une image très geek, puis il y a des gens qui s'identifient pas à ça. Est-ce que tu as vécu un problème comme ça, ou est-ce que les gens peut-être pensaient que tu étais dans la performance, puis les gens disaient tout le temps. c'est pas, ce club-là, il est pas pour moi, parce que le monde sont vraiment bons, tu sais. Puis moi, j'ai ce problème-là, puis à toutes les années, on essaie de se dire, OK, c'est quoi notre... on continue à travailler ce filon-là. Fait que nous, c'est exactement ça. Les gens, là, il y en a un sur deux qui nous écrit au début en nous disant je suis peut-être pas d'assez bon niveau, que ce soit pour mes sessions de natation ou que ce soit pour les entraînements, les plans d'entraînement. Là. T'en as plein qui pensent que c'est juste pour le niveau parce que, effectivement, sur les compétitions, tu vas voir ceux qui sont plus... qui performent plus, quoi. Mais si tu regardes, tu vois sur nos courses, par contre, moi ce que je trouve super important sur nos courses, c'est que les athlètes, quand on les voit, ils ont l'air en forme. Qui fassent le demi-Ironman en 4h30, en 5h30, en 6h ou en 7h, qu'ils aient l'air d'avoir du plaisir puis d'être en forme. Pour moi, c'est ça qui est important. Tu veux qu'ils soient bien préparés. Ouais, c'est ça l'objectif. Peu importe comment ils vont... Le temps qu'ils vont faire, c'est ça, on veut qu'ils soient en forme. Et c'est sûr, peut-être que comme ils ont l'air d'être en forme, les gens se disent « Oh my God, ils sont super forts ». Mais non, il va le faire en 7 heures, le demi-Ironman. Et c'est pas grave, c'est parce que c'était par rapport à ce qu'il avait comme temps, par rapport à ses capacités physiques, c'est ça que ça donne. Est-ce que tu dirais que c'est comme un peu, mettons, peu importe le niveau, tu recherches peut-être une population qui veut y aller sérieusement? Ouais, quand même. C'est ça un peu? Ouais, idéalement, c'est ça. Moi, j'en ai certains que ça fait 10 ans, 10, 12 ans, 13 ans peut-être même. Il y en a, ça fait depuis qu'on a commencé Bart Coaching qui sont avec moi, là. Et tu sais, j'en ai qui sont clairement pas performants. Puis leur objectif, c'est juste de se maintenir à un entraînement, quasiment. Ouais. Grâce à moi, de garder la motivation. Ouais. Et c'est ça. J'en ai, c'est juste ça, mais il y en a pas beaucoup. Mais j'en ai encore, c'est juste de garder la motivation. Puis moi, ça me fait plaisir quand je les vois... qu'ils arrivent à se maintenir en forme, sert à quelque chose. Non, mais, puis je sers plus peut-être à eux qu'à quelqu'un qui vise un objectif et puis qui va être frustré parce qu'il n'a pas réussi son objectif à 1 minute près, tu vois. Ouais. Et puis peut-être que je vais même avoir la personne va plus me remercier juste parce que ça fait 3 ans que grâce à moi, il continue à se maintenir en forme. Mais ça reste que mes compétences, des fois, c'est trop haut par rapport à tu vois, il n'y aurait pas besoin d'avoir autant de formation de la part du coach pour simplement motiver quelqu'un à continuer à aller de l'avant. Mais ça me fait plaisir aussi. Mais en même temps, là, on peut peut-être enchaîner dans la deuxième partie de notre conversation sur le fait que, tu sais, les gens, quand tu dis peut-être que les gens n'auraient pas besoin de mon niveau de formation pour atteindre leur objectif qui est, par exemple, de rester en forme.
à quel point les gens, ce qu'ils recherchent dans un coach, c'est la relation humaine versus le niveau de formation. Ouais, non, c'est aujourd'hui. On en a déjà parlé un petit peu avant. Hein, aujourd'hui, ça évolue beaucoup, c'est sûr. Parce que, en fait, c'est paradoxal, mais les coachs ont besoin de plus en plus de formation. Parce qu'il y a de plus en plus d'informations, d'outils, de connaissances qu'on peut acquérir maintenant. Avant, c'était beaucoup. Il y avait, en gros, avant, tu avais un petit peu de type de coach. Il y avait ceux qui venaient via l'éducation, qui avaient fait leurs études en sport science, etc., qui avaient suivi toutes ces étapes. Puis il y en avait d'autres, c'était vraiment beaucoup plus sur le terrain. Ouais. Aujourd'hui, on se retrouve avec quelque chose d'un petit peu différent, là. Donc, tu vas avoir ces deux types. Puis après, maintenant, tu as plein de formations annexes que tu peux faire. Qui vont t'apporter plus de compétences. Puis après, tu as ceux sur les réseaux sociaux, quoi. c'est du copier-coller dans tous les sens. Ouais. Je pensais à ton exemple de l'INS. Ceux qui font un parcours très universitaire, finalement, ils se ramassent plus à coacher idéalement pour eux, là, dans leur objectif, probablement de coacher du haut niveau, alors qu'avant, il n'y avait pas de population amateur qui s'entraînait pour faire... Je veux dire, c'est quand même assez récent dans les 30 dernières années que les athlètes amateurs se consacrent à des défis aussi importants sur leur corps. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus une demande envers les coachs parce que les événements, les défis sont peut-être plus importants aussi, les choses sont plus prises au sérieux aussi. Ouais. Moi, quand j'étais jeune, on disait « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» je vais m'occuper, je vais entraîner des athlètes à faire des sports d'endurance. Ouais. OK, dans ce cas-là, tu vas être coach aux Jeux Olympiques, là, ou si tu veux gagner ta vie avec, là? Non, je vais m'occuper d'athlètes qui font comme ça, ils s'entraînent pour le plaisir. C'est vrai, hein? Ça serait hallucinant aujourd'hui, tu vois. Je sais. Conseiller d'orientation, tu sais. Non, ça me rappelle un truc parce que mon grand-père, il capotait quand j'avais, 16, 17, 18, puis je disais que je voulais faire du triathlon, puis le sport, ça m'intéressait. Mais dans ce temps-là, je peux comprendre que quand t'es né dans les années 40, de dire que le sport t'intéresse, ça fait aucun sens parce que c'est pas comme si c'était un métier d'avenir, alors que probablement, toi aussi, moi j'ai vécu le triathlon à partir de 2005. Je veux dire, dans ce temps-là, les gens disaient « Hey, c'est rendu à la mode, le vélo, hein? » Ça fait genre 25 ans, il me semble, je me fais répéter ça, mais pour avoir été là, dans ces débuts-là, qui sont même pas les débuts, qui sont juste mes débuts, parce que t'as plein de monde qui faisait déjà du vélo, de voir, on le voyait, là, qu'à chaque année, t'avais de plus en plus de monde, fait que finalement, c'est devenu un business lucratif. Lucratif, pas facile, mais il y a de l'argent disponible dans la population pour ces produits-là d'entraînement. On revient à notre question de relation là, avec l'athlète. Toi, ça va faire 15 ans. Fait qu'au début, qu'est-ce qu'il y avait? Parce que tantôt, tu me dis la formation, plus le curriculum universitaire versus les coachs terrain. Mais là, maintenant, tu as les athlètes aussi qui sont quasiment rendus leur propre coach parce que l'information est ultra présente. Je veux dire, tu trouves un compte Zwift puis tu as un 12-week FTP Builder. Fait que qu'est-ce que ça a changé, justement, ces outils-là qui sont disponibles? Moi, je me demandais, une question que je m'étais notée ce matin, c'est est-ce que les athlètes sont plus mélangés qu'avant? Ouais. Tu trouves-tu ça? C'est une question que je me posais parce que moi, je les vois pas au niveau de l'entraînement. Ouais, c'est pas tant qu'ils sont plus mélangés, en fait, c'est que ça va un peu dans tous les sens. Tu vois, des fois, ils vont partir sur une piste. Ouais. Ils vont dire, OK, il faut faire ça. On leur dit, il faut faire de l'intensité. Le hit, il n'y a rien de mieux. Ils font juste super courte intensité, tac, tac, fait que tu n'as pas besoin de faire du long, fais juste super intense. Puis après ça, finalement, 2 mois après, ils vont changer. Ils vont dire, ah non, mais il paraît qu'il faut faire juste du Z2. Fait qu'ils font juste du Z2. Ils vont plus savoir trop dans quelle direction aller parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'options. Est-ce que c'est la constance qui devient un problème, justement, peut-être? Donc, voilà, c'est ça. Ça manque énormément de constance, énormément de... comme aujourd'hui, dans tout, on est comme ça, on va très vite. Tu vois une information, tu vois même moi, les enfants en ce moment, là, quand tu as des dessins animés ou des choses comme ça va super vite, c'est beaucoup trop rapide, quoi. Moi, j'adore leur faire regarder des vieux films avec Louis de Funès, avec machin, ça avance pas. Là, avec les films de Louis de Funès, là, ça, c'est un autre problème, peut-être. Tu peux commencer par Passe-Partout, c'est quand même plus lent, là. non, mais c'est ça, ça va super vite, et donc il faut très vite puis quand ils veulent voir une amélioration, il faut que l'amélioration elle soit très rapide.
Et après, en plus, ils vont challenger beaucoup aussi le coaching. Alors, c'est intéressant, tu vois, tu leur expliques pourquoi. Ouais. Mais des fois, tu leur expliques, puis là, ils vont te revenir avec un autre truc qu'ils ont vu dans quelque chose, quelqu'un qui disait... après, tu deviens comme Lionel Sanders, puis tu changes ton plan d'entraînement tous les mois. Parlons-en! Non, mais c'est drôle parce que tantôt, j'ai failli me prendre une note. Tu sais, moi, je trouve que c'est intéressant de suivre Lionel parce que, premièrement, il est généreux de nous donner accès à ses changements d'idées, puis son parcours, puis tout ça. Mais tu sais, justement, récemment, je pense, je les écoute presque tous, là, ces vlogs qui tombent sur YouTube. Récemment, il parlait à quel point les athlètes amateurs, c'était eux qui étaient vraiment capables de s'entraîner intelligemment parce qu'il fallait qu'ils jonglent avec leurs enfants, leur travail, puis leur charge. Fait qu'il était comme... Il dit, si je me fie à ce que les pros font, peut-être que j'ai pas une vraie idée de c'est quoi un entraînement équilibré, puis je trouvais que sa réflexion était intéressante parce que ça vaut ce que ça vaut, mais effectivement, pour un coach de coacher un athlète amateur, il y a beaucoup de variables dans l'équation qui sont pas présentes sur un athlète pro qui est focus, consacré à 100%. T'en as-tu coaché des athlètes qui étaient capables de se consacrer à 100%, justement, qui étaient plus... Presque, j'en ai eu qui disaient là je peux mettre tout le temps que je veux. Ça, c'est Puis c'est pas forcément plus facile, justement, parce qu'ils vont se dire là je vais progresser plus parce que j'ai toute ma journée, fait que, donne-moi plus, donne-moi 7 heures par jour. Non, ça sert à rien. Tu peux pas encaisser ça. Et moi, je connais beaucoup d'athlètes amateurs qui ont fait une expérience professionnelle pendant quelques années. Et ils étaient pas meilleurs. Non. Même s'ils s'y consacraient à fond, ils ont pas été meilleurs quand ils ont quitté leur job et qu'ils sont fait pro pendant 2 ans. Puis explique-moi pourquoi c'est pas une relation linéaire. Ouais, c'est parce que le volume, à un moment, tu topes, puis c'est pas ça qui va faire que tu vas devenir meilleur. Ça va être la manière dont tu récupères, ça va être le type d'entraînement que tu vas faire, le type d'intervalle que tu vas faire, s'ils sont adaptés par rapport à ton objectif, par rapport à tes points faibles, etc. Donc, il faut passer plus de temps, en fait, à analyser et puis à faire les bonnes choses. Plutôt que de simplement vouloir en faire plus. Et souvent, c'est comme ça qui tombe. C'est que tu dis, au lieu de nager 4 fois, je vais nager 5 fois, ça va faire que je vais être meilleur. Quoi. Alors que c'est plutôt, prends du temps si tu as du temps, vas-y, va analyser ta nage, va faire des exercices en dehors de la piscine, va faire des analyses, c'est comme au niveau de ton corps, qu'est-ce que tu as comme masse graisseuse, comme masse machin, etc. pour vraiment analyser beaucoup plus en détail les choses que tu dois travailler. Quoi. Fait optimiser, mais pas nécessairement dans l'augmentation du volume. Non, puis tu sais, les pros, ils passent beaucoup de temps à faire du wind tunnel, enfin du tunnel, comment on appelle ça la soufflerie. En soufflerie. C'est beaucoup de temps que nous, on n'a pas le temps de faire. Retravailler leur positionnement, retravailler les vêtements qu'ils portent, etc., etc. Ça fait gagner énormément de temps. Je sais pas si tu as vu celui-là, justement, je pense, c'est pas Lionel. C'est Lionel Sanders. Ouais, Lionel Sanders, j'en ai fait un à un moment donné, où il a été avec Canyon, il a été en wind tunnel, etc. Il a été chez eux pour faire un positionnement. Puis il a gagné, je sais pas, genre 20, 30 ou 40 watts. Puis une des choses qu'il a fait, c'était de se monter plus haut sur le vélo, d'ailleurs. Remonter le cockpit. Remonter le cockpit, tu vois. Par là, faisons un petit détour par là. Justement, ça, c'est quand même pour moi un gros changement de l'arrivée de la soufflerie. C'est-à-dire que maintenant qu'on est capable de quantifier le travail qu'on fait en positionnement, on a assez rapidement compris dans les 5-10 dernières années que le plus bas, moi je pense tout le temps à Cancellara, Fabienne Cancellara qui descendait avec la grosse soufflerie entre ses mains et son visage parce qu'il était toujours les mains très basses puis le visage très haut. Fait que, ça créait beaucoup de turbulences. Puis il y a encore des relents de ça, je trouve, dans la population qui vient se faire positionner parce qu'ils se disent je vais être plus bas. Je dis non, il faudrait plus que tu aies les mains dans le visage à tout prix puis refermer l'espèce de zone. Là. Toi, dans tes athlètes, dans le pourcentage qui roule un vélo de TT, c'est quoi à peu près? Plus que 90%. Là. OK. Fait que là, ils sont... parce que nous, notre clientèle, c'est du longue 18, distance. Heureusement que les Argon 18 sont faciles à ajuster. Les 2 marques que je consens assez généralement à faire, c'est je consens à faire tous les vélos de triathlon, évidemment, mais ceux qui sont les plus modulables, les plus facilement ajustables, c'est beaucoup du Argon 18. Du Canyon sont très ajustables. Mais il faut faire attention je fais juste un aparté sur faire attention au cockpit intégré dans le monde du triathlon parce qu'il y en a, par exemple, que le paramètre de rotation, il n'est pas toujours présent, puis il y a des choses qui peuvent être vraiment limitantes. Puis quand tu t'ajoutes un vélo à ce prix-là, t'espérais pouvoir le prix que tu mets. T'espérais pouvoir l'adapter à ta posture. Bref, petit aparté. Donc, on revient à notre affaire d'augmenter le volume versus
versus l'optimisation qui n'est pas nécessairement de faire plus, mais de peut-être faire mieux ce qu'on fait. Tantôt, tu m'as parlé parlons de data, parlons d'outils un petit peu, là, prenons un temps pour ça. Tantôt, tu m'as parlé de CTL, tu m'as parlé, on peut peut-être faire un petit lexique de base par rapport au TSS puis tout ça. Là, c'est par où tu commences quand tu expliques quelque chose à un athlète par rapport à son, on va dire, son tableau de Training Peaks. Tu commences par où quand la personne, mettons, elle arrive puis elle a juste un power meter puis c'est pas trop... Déjà, un power meter, c'est déjà bien. Pour le vélo, nous, en même temps. On travaille quasiment puissant maintenant, en fait. Ouais. Même si on veut pas être toujours accroché aux données. Puis si on veut que l'athlète, le jour où son power meter il marche pas, on veut qu'il soit quand même capable de rouler. De rouler puis de le faire intelligemment. Puis il va dire mon power meter marchait pas, fait que je suis rentré à la maison. J'ai pas aidé. Mais en gros, on va utiliser beaucoup ce qu'on appelle le fitness ou le niveau de forme. On va avoir le niveau de fatigue, puis on va avoir la charge d'entraînement. En gros, ça va être ces trois choses qu'on va utiliser. Puis sur le longue distance principalement, on va viser d'avoir un certain fitness. Donc pour être sûr que l'athlète a emmagasiné assez d'entraînement, si on veut, pour simplifier, fait que ça, si tu pour se rendre le jour de la course. Si tu vulgarises le fitness, ça serait quoi? Ça serait comme une... ça doit être équivalent à charge d'entraînement. Ouais, c'est plus ou moins l'addition des charges d'entraînement, si on veut. C'est l'addition de tout ce que tu as fait dans les derniers mois, ce qui nous permet d'avoir certaines données. Donc, tu peux faire la moyenne sur les 2 derniers mois, les 3 derniers mois, les 4 derniers mois. Enfin, tu vois, après, c'est au coach aussi de savoir un petit peu jouer avec ça. Mais ça nous permet d'avoir certaines données. Ça fait pas tout du tout, hein, mais pour savoir l'athlète où est-ce qu'il en est et comparer d'un événement à un autre. Donc là, ça peut être intéressant de savoir que cet athlète-là, en natation, par exemple, si tu nages 2 fois par semaine, par exemple, tu vas atteindre un certain pic au bout de peut-être c'est 2-3 mois, tu vas toper au niveau de ce que ton corps il a emmagasiné. Donc, comme charge d'entraînement. Ouais, comme charge d'entraînement. Fait que toi, certains athlètes, on sait quand ils ont 20 points, par exemple, pour eux, ça leur suffit pour être performants sur un triathlon olympique, par exemple, par rapport à l'objectif qu'ils ont. Il y en a d'autres, on va savoir que eux, ça va être 30 points. À 30 points, ils vont enfin atteindre l'objectif qu'on s'était fixé, si on veut. Donc, certains athlètes, des fois, arrivent à une course, ils vont dire je comprends pas, en natation, j'arrive pas à décoller, etc. Puis là, tu regardes les statistiques, tu vois tout de suite déjà, là, t'as 10 points en natation. Comment tu veux, tu sais, t'as nagé une fois sur 2, je te mettais 2 ou 3 entraînements, t'en as fait 1 ou 2, c'est normal, tu vois. Et puis l'année dernière, t'en faisais 3. Donc, c'est sûr que déjà, juste ça, en dehors de la technique, en dehors du tout reste, déjà, ton fitness, t'es pas bon. Donc, ça permet de prévoir un peu la performance. Pour simplifier. Hein. Ça nous permet au moins d'avoir des données pour comparer, plus que juste de dire j'ai fait 30 heures d'entraînement, ou c'est pas juste des heures, c'est ces points-là, en fait, c'est la durée avec l'intensité. Donc, c'est intéressant parce que ça donne ces 2 informations-là ensemble. Mais c'est quand même simplifié, tu vois. C'est un métrique pour essayer de... Est-ce que c'est on parle souvent de corréler, mettons, justement, ce que l'athlète va ressentir versus sa charge d'entraînement, son TSS puis tout. À quel point, en général, c'est assez corrélé, cette donnée-là, justement, de ton... Ouais, c'est assez proche. Ça dépend des athlètes, parce qu'il y en a certains qui ont des vies qui sont beaucoup plus compliquées. Tu vois, ils travaillent de nuit, ou ils ont des enfants à la maison, donc il y a plus de virus qui se promènent aussi. Tu vois, il y a toute la charge personnelle. Donc là, dans ce cas-là, tu as des métriques en plus que tu peux utiliser, comme le HRV, la variation cardiaque, etc. Mais généralement, on essaye de garder ça assez simple quand même, parce que plus tu as des datas, plus tu as des choses à regarder, plus il y a des variantes qui peuvent interagir dans tout ça. Donc, souvent, en fait, comme on dit, hein, la meilleure, si on veut, le meilleur référentiel ou la meilleure data, c'est vraiment ce que va te dire l'athlète. C'est vraiment en lui parlant que tu vas le mieux le ressentir. Donc, moi, quand j'ai lancé mes sessions de natation, on parle de Swim Smooth. Ouais, avec en fait au départ c'était juste comme ça avec Bart Coaching. Je connais pas l'histoire de ça, fait que tu peux me raconter un petit peu. Ouais, en fait au début je me suis dit, c'est en lien avec justement le ressenti des athlètes. Au début j'avais mes athlètes, tu vois, j'en avais une quinzaine, puis j'étais j'aimerais bien les voir, faut que je les vois plus régulièrement. Mais j'ai pas envie d'organiser des rencontres toutes les semaines avec les athlètes parce que ça va me prendre un temps fou, quoi. Si tu comptes combien tu coaches, tu charges par mois pour le coaching, le temps que tu fasses tes plans d'entraînement, si en plus il faut que tu fasses une rencontre individuelle avec eux régulièrement parce que tu veux les voir en vrai, il faut que tu organises des sessions. Donc là, je dis, on va faire une session de natation. J'ai une piscine à côté de chez moi, c'était la petite Bourgogne à l'époque. On va les voir tout en même temps. On va aller voir ça, comme ça je vais pouvoir leur donner une formation, leur donner une session en même temps, puis je vais les voir. Parce que juste de voir, d'échanger avec l'athlète sur le bord de la piscine. C'est comment il se sent.
Là. Tout de suite, tu vois que lui, il est fatigué. Tu vois sa face, juste de voir son visage, de voir sa démarche, tu peux ressentir des choses. Et ça, c'est comme ça qu'on démarre les sessions de natation. Et après, on s'est retrouvé avec 6 ou 7 sessions par semaine, tellement c'est devenu plus populaire, puis on a ouvert à tout le monde. Et en fait, au début, donc, j'avais juste ma session de natation technique une fois par semaine. Et je m'étais intéressé à la natation assez tôt, en fait, en arrivant tout de suite ici, donc il y a 15-20 ans. Et ça m'a fait rencontrer, en fait, Paul Newsome, donc, qui est le créateur de Swim Smooth. Parce que leur site web c'était super clair, c'était simple, ça permettait à n'importe qui de comprendre la nage. Parce que autrement, la nage, il y a 15-20 ans, quand tu arrivais là-dedans, le coach disait de faire ça, tu le faisais, mais tu sais pas pourquoi. Honnêtement, c'était super compliqué. C'est quoi les principes de Paul? C'est quoi, vite, parce que moi, je les connais pas. Là. En fait c'est vraiment au niveau de la natation, pour moi, c'est 1 + 1 = 2. C'est-à-dire, tu veux avancer en natation, en gros, il faut que tu pousses l'eau de l'avant vers l'arrière, tu vois, pour simplifier un petit peu. Au niveau de la cadence de nage, par exemple, c'est sûr que c'est très individuel par rapport aux personnes. Mais il y a un des points assez importants, c'est que la glisse, ça n'existe pas, entre guillemets. Okay. En natation, on ne veut... Les gens qui disent « Oh, regarde comment il glisse bien », glisser sans mettre de mouvement de bras, par exemple, c'est freiné. En nage, imagine, l'eau, c'est comme 1000 fois plus résistant que l'air. C'est comme si en côte, tu pédalais, tu t'arrêtes de pédaler, tu vois. Hop, je glisse dans la côte, tu vois. C'est la même chose que tu as une côte à 10%. Okay. Il y a énormément de résistance. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir toujours des appuis, de toujours prendre des appuis et être en propulsion. Et si tu regardes les professionnels, quand tu les regardes dans l'eau, ils ont l'air de glisser d'extérieur, mais quand tu les regardes dans l'eau, soit ils sont pendant la phase de recherche de prise d'appui, soit ils sont en train de pousser. Donc, dans le catch. Ouais. Non, c'est vrai, c'est vraiment ça le truc. Puis t'as l'impression qu'ils font rien, mais ils sont en train juste de. Ouais. Ok, je comprends. Et c'est l'individualisation, c'est-à-dire le mantra, c'est coach the swimmer, not the stroke. Tu veux. C'est vraiment tu veux améliorer la nage de l'individu et non pas lui apprendre à nager un certain type de nage. À faire une recette, là. Il n'y a pas une recette, il n'y a pas... Ton mouvement doit être comme ça exactement. Okay. Par rapport à toi, à ta taille, par exemple, ta morphologie, etc. Ta nage, il faut que tu l'adaptes. Quelqu'un qui est très grand, c'est sûr qu'il va avoir plus d'amplitude. Il va nager différemment. Quelqu'un qui est beaucoup plus petit, qui va avoir plus de cadence. C'est normal. Tu vois, il y a des gens qui ont un 2 beat kick, d'autres un 6 beat kick, etc. Il y a plein de jargon un petit peu qui paraît compliqué. Puis une fois que tu comprends les choses, une fois qu'on t'explique les choses simplement, comme Paul sait le faire, il y a plein de choses qui sont super logiques. Est-ce que toi, t'avais été c'est comme ça que tu as appris à nager? Beaucoup, ouais. Au début, c'était dans les clubs, mais honnêtement, je trouvais ça vraiment pas clair. Vraiment pas... Ton côté ingénieur était comme, c'est pas clair le protocole. C'est pas super clair. Et donc, en fait, quand j'avais trouvé leur site web, j'ai trouvé toutes leurs informations, j'ai acheté le livre. Après, j'étais faire une formation avec eux aux États-Unis. Puis après, j'étais en Australie pendant 2 semaines pour faire les formations plus avancées. Et autant au niveau technique qu'au niveau, justement, comment mettre en place des sessions de groupe, comment réussir à intégrer des personnes qui nagent en 2,30 du 100 mètres avec des personnes qui nagent en 1,20, puis que tout le monde puisse faire la même session, etc. Il y a vraiment un apprentissage super intéressant que j'ai vu avec Paul, là. Et puis ça a été, pour moi, ça a été vraiment un gros step. Fait que ça, c'est natation par rapport au ressenti. Fait que là, dans le fond, cette méthode-là te donne un peu du data, finalement, que tu n'aurais pas autrement en natation. Qu'est-ce que les gens utilisent? Parce que tu sais, ton TSS, comment tu le calcules, mettons, en piscine? Tu as ta charge, mettons. Comment tu la calcules? En fait, on calcule ce qu'on appelle le CSS, Critical Swimming Speed. Okay. Donc, c'est plus ou moins ton seuil en natation. Tu vois, le niveau où tu commences à produire trop de lactate puis que tu n'es plus capable d'aller plus loin. Okay. Donc là, on a cette valeur-là qui nous permet de quantifier chaque entraînement. Et selon ta moyenne de vitesse de l'entraînement, genre? Ouais, c'est ça. Ça va te donner le CTL, enfin le TSS de chaque session. OK. Ouais. Après, nous, dans les entraînements eux-mêmes en natation, ce qu'on fait à nos sessions de groupe qui reprennent au stade la semaine prochaine, d'où le chandail. Oui, tu représentes. Enfin, on reprend après un an de fermeture. Et donc, ce qu'on utilise, nous, c'est des petits tempo trainers que tu mets dans le casque de bain, mais on ne l'utilise pas pour la cadence. On les utilise pour les temps de passage. On dit, je veux que tu bipes par exemple, quelqu'un qui va nager en 2 minutes, je veux que tu bipes toutes les 30 secondes. Donc, ça veut dire qu'au bout de 30 secondes, ça va biper. Le gros intérêt, c'est que
parce que l'erreur de tous les triathlètes, de la plupart des nageurs même, c'est qu'ils partent beaucoup trop vite. Tu leur dis, fais-moi un 500 mètres en 1:30 du 100 mètres, ils vont partir les premiers en 1:20, puis les derniers en 1:45. Avec ça, dès le premier, tu es sûr de partir à la bonne allure. Ouais. Ça fait comme un power meter en fait quasiment. Parce que tout de suite, et au mur, oh shit, je suis trop vite, oh je suis pas assez vite. Fait que tous les 25 mètres, t'as de la rétroaction. Et c'est tout bête, ça paraît ridicule comme simple, truc, mais ça marche super bien. Et nos athlètes, on leur dit, toi c'est 1:30. Si je leur dis c'est 1:29, donc tu enlèves 0,25 secondes sur le petit bidule. Il y en a, ils disent non, moi mon threshold c'est 1:30, quoi. Je suis pas 1:29. Et effectivement, quand ils nagent, ils le sentent, la grosse différence. Ouais. C'est le moment où le lactate commence à exploser, et que ça marche pas. Si je leur dis, allez, 1:32, comme, yeah, 1:32, wow, facile. Tu sais, c'est incroyable. Et après, si je leur enlève le truc, ils savent, une fois qu'ils sont assez entraînés, ils connaissent, au feeling, ils le ressentent. Donc ça nous permet de faire des entraînements vraiment à la bonne allure, exactement comme sur le vélo avec ton power meter ou avec ton GPS. Le temps d'apprendre ton corps aussi, d'être capable d'y aller plus au ressenti. Ouais. Chers auditrices, chers auditeurs, je prends 30 secondes de votre temps pour simplement vous mentionner que si vous avez des douleurs présentement, peu importe la partie de votre corps qui vous empêche de bouger, qui vous empêche d'atteindre la performance, appelez-nous 450-486-3888 à la clinique Physio-Vélo. On offre de la physiothérapie sportive. On est formé, notre équipe de 7 physiothérapeutes est extrêmement compétente pour prendre en charge les sportifs et les sportives comme vous. Vous pouvez prendre aussi rendez-vous directement en ligne au physiovélo.com. Je vais mettre tous les liens dans la description sous le podcast. On vous attend en clinique et on est prêt à vous aider. Toi, personnellement, quand tu as appris à nager, après ça, tu t'es mis au triathlon, comment tu as fait pour... tu as atteint un bon niveau de performance, tu avais probablement un bon background sportif. C'est quoi qui t'a permis de bien t'entraîner? T'avais-tu ton power meter dans les premières années? Si on parle plus perso... J'ai eu très tôt. Quand j'ai vu qu'il y avait ça qui existait, parce que j'étais comme en vélo, qu'est-ce qu'il faut faire comme entraînement en vélo? Honnêtement, tu roules ou tu fais des côtes. Bon, c'était pas. Et puis là, les power meters sont sortis. Fait que j'avais un vieux power tap dans la roue en arrière. Oui. Donc j'avais ça en entraînement très tôt. C'était fiable, ça. C'était bon. Ça, power quand tap, même. ça marchait bien. Ça marchait super bien. Ça fait longtemps que j'en ai pas eu, mais il y a beaucoup de gens qui sont venus ici en me disant ça fait 12 ans, puis j'ai changé la batterie, puis elle fonctionne encore. Power tap. Après ça, j'ai eu CompuTrainer. Ça marchait super bien. Mais en compétition, j'en avais jamais. Parce qu'en compétition, à moins d'avoir un SRM qui coûte je sais pas combien, tu mettais pas ça. Ça pesait 1 tonne sur la roue en arrière. Donc j'ai tout fait sans aucun outil pendant les compétitions. Mais l'important, c'était qu'à l'entraînement, tu t'entraînes comme il fallait, que tu vois ta progression, etc. Quoi. Puis ça passait plus vite aussi parce que les entraînements intérieurs sans power meter. Comment tu fais d'ailleurs? C'est comme une question que j'avais mis dans les questions. Là, ta conjointe, elle se demandait comment tu faisais pour encore faire 5 heures de trainer puis d'aimer ça. C'est quoi ton truc secret là, pour tous les gens qui sont écœurés de faire du trainer? Moi, je te le dis, les gens ils me disent qu'après 2 heures, c'est la fin. En fait, il faut que j'ai un objectif. Tu vois, cette année, j'en ai pas fait du tout. Là. L'année dernière, je préparais Challenge Road. Fait que c'était un gros objectif. Donc là, j'ai pas de problème. Si j'ai un objectif, là, c'est facile pour moi. Ton focus est capable. Je suis capable de faire quelque chose. Puis il faut que l'entraînement aussi fasse du sens. Tu sais, faire 5 heures d'endurance pour 5 heures d'endurance, ça sert pas à grand chose. Quand j'ai un objectif puis que je peux voir ce que ça va m'apporter, là, je suis capable de me donner vraiment plus, mais il faut que j'ai un objectif. Sans objectif, 5 heures de vélo à l'intérieur, à regarder la télé. Après, j'aime bien regarder le Tour de France. Alors, je m'arrange pour que mes entraînements, ça commence, ou je suis inscrit aux chaînes de télé où il y a en replay, là, puis je regarde les étapes, je suis attention de pas voir le résultat avant. Mais il faut que j'ai un objectif pour être capable de le faire. Parlons-en des objectifs par rapport à tes athlètes. Y en a-tu qui se présentent qui veulent discuter justement de leur objectif? Tu sais, par rapport à... Les gens voient beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, puis après ça, des fois, ils se disent, moi, je veux faire 5 heures sur le demi ou je veux faire en bas de 10 heures au full. Tu sais. C'est quoi ce processus-là que tu utilises ou que tu enseignes même, on pourrait y aller par là, à tes coachs, de dire comment on va définir un objectif qui est réaliste, qui est SMART, par exemple, l'acronyme, avec un athlète? Tu sais. Par où tu commences? C'est sûr que, première chose, ça dépend de son expérience, ça dépend d'où il vient. Personne qui en a jamais fait puis qui dit, je veux me qualifier pour Kona ou je veux faire sub-10 sur un Ironman. Déjà, on va faire un premier triathlon. Là. Déjà, on va pas commencer idéalement par un Ironman. Ça sera une bonne idée. Là. C'est juste en préparation parce que puis nous, on a le luxe aujourd'hui de pouvoir choisir un petit peu notre clientèle. Si quelqu'un arrive avec des objectifs complètement hors normes où on sent que ça va être super compliqué parce que plus tu as des gros objectifs, puis moi, tu as de background, en général, tu tapes dans le mur et puis tu fais ça pendant 2 mois et après, tu arrêtes. Quoi. Donc, que ce soit des athlètes qui soient équilibrés. Et puis après, avec les données qu'on a aujourd'hui,
on est capable assez facilement de pouvoir prévoir la performance. Notamment, nous, maintenant, on travaille avec Inside, qui est, c'est la même... en fait, ils sont utilisés par Jumbo-Visma, par plein de grosses compagnies, de plein de grosses équipes en cyclisme notamment, mais ça se fait aussi en athlétisme. Beaucoup d'universités américaines utilisent ce système maintenant. Et en fait, tu fais des tests, tu peux faire avec les lactates, mais tu n'es pas obligé de faire les tests lactates, tu peux faire juste avec différents tests de power en vélo. Et en plus, tu prends les données métaboliques, donc tu prends le poids de la personne, sa masse de gras, etc. Il faut que tu aies des données assez précises de ce côté-là. Et on va pouvoir voir vraiment... quantifier l'énergie que la personne va dépenser à telle puissance, par exemple. Et on peut savoir déjà d'entrée de jeu, pour réaliser cet événement-là, en temps de temps, ça prend tant de puissance, tu vois. Par rapport, ça prend tant de travail, être capable de réaliser... en fait, on peut savoir le pace qu'il doit viser. On peut savoir la puissance qu'il doit faire en vélo par rapport au parcours. Tu fais ça avec Base Bike Split ou avec d'autres systèmes. Tu peux savoir à peu près c'est quoi que ça va lui prendre. Et donc, nous, on le sait avec tous ces tests qu'on leur fait faire, on sait qu'ils consomment, par exemple, tant de grammes de glucides à telle puissance, qu'ils ont tant de réserves de glycogène dans les jambes. Donc, on peut savoir que, écoute, si tu pousses ça, tu vas consommer beaucoup trop de glucides par rapport à ce que tu absorbes, donc c'est impossible. Donc, c'est juste impossible physiologiquement. Donc, on sait que physiologiquement, toi, tu peux pousser tant de watts pendant tant de temps pour avoir assez de réserves pour courir un marathon, parce qu'on sait qu'en marathon, tu vas consommer tant. Donc, avec ça, puis avec les taux de lactate qui poussent en fonction de telle puissance, même si tu n'as pas fait de test précis avec les lactates, juste avec tes 3 tests de puissance, on est capable de déterminer tout ça. Donc, on sait le potentiel qu'a un athlète pour réaliser telle performance. Fait que c'est vachement... Aujourd'hui, c'est hyper précis. Est-ce que, d'après toi, l'algorithme est très complexe derrière ça? Quand même, quand même, ça prend des données, parce que ça prend beaucoup de données ensemble, que ce soit ton poids, que ce soit, puis ça regarde aussi au niveau des courbes de puissance quand tu fais un sprint, quand tu fais un 3 minutes, quand tu fais un 20 minutes, etc. Ça prend toutes ces informations-là. Okay. Mais c'est très logique en même temps. C'est très logique, je veux dire. C'est pas. Mais ce qui est super important, c'est d'avoir tes données métaboliques. Donc, il faut qu'on ait ton poids, il faut qu'on ait ta masse de gras, il faut qu'on ait ta taille. Comme ça, on peut voir réellement la masse musculaire que tu as, tes réserves de glycogène, et comme ça nous permet d'avoir des détails super intéressants. Tu sais, comme il y a beaucoup d'athlètes qui disent en vélo. Cette année sur le demi-Ironman, je vais pousser moins parce que l'année dernière j'ai poussé genre 250 et puis après j'ai cassé sur le demi-marathon. Là, je vais pousser 240. Mais pourquoi? Peut-être c'est 230, peut-être que c'est 235, peut-être qu'en fait, c'est pas ça ton limitant. Tu gères mal ton marathon. Peut-être que c'est ça. Mais peut-être qu'effectivement, à 250, tu t'as vidé toutes tes réserves et c'est pour ça que quand t'es parti à courir, après 5 km, t'avais plus rien. Ça se peut. Et là, on a ces données-là. Fait que c'est vachement intéressant. C'est validé sur quelle population, ça? Si tu validé sur justement des débutants, parce que je me dis, vu que c'est utilisé par des équipes pro, le data doit être sur du monde plus en. Après, ça marche à tous les niveaux. Après, c'est juste que très souvent, quand quelqu'un est plus débutant, son facteur limitant, ça va pas être ça. Ça va pas être. Ça va beaucoup plus être d'autres erreurs. Son fitness, sa charge, mettons, de base. C'est qu'il s'est pas assez entraîné à la base, il n'a pas assez de volume, il n'a pas assez de choses comme ça. Ça dépend. Là, c'est sûr qu'on parle plus pour du fine-tuning, pour quelqu'un qui veut chercher plus loin. Okay. Quelqu'un qui a un temps précis, parce que le débutant, il va dire je veux finir, tu vois. Et après, une fois que tu as fini, là, on a plus de données, quoi. Je te prends balle au bon parce que je parle, on vient de dire qu'il manque de niveau de fitness, il manque de charge d'entraînement. Les grandes lignes sur combien de charges d'entraînement ça prend ou combien d'entraînement semaine de chaque sport tu vas dire à quelqu'un qui veut faire un demi-Ironman, par exemple. Je pense à ma collègue Gabrielle, elle s'est inscrite à un demi-Ironman, puis on fait une semaine sur 2, c'est comme son parcours à elle. Puis c'est super intéressant parce qu'elle, elle fait un peu le parcours typique des clients qui font pas de triathlon puis qui se disent, bon, j'ai un peu d'expérience par-ci, par-là, en course à pied, tout ça, puis là, je m'inscris à mon demi-Ironman. C'est quoi la charge d'entraînement que tu leur annonces qui sera nécessaire pour au moins compléter l'événement avec un peu de plaisir? Qu'est-ce que tu leur dis? Il va falloir que tu nages XX 3 fois semaine, temps de vélo. C'est quoi tu leur annonces en général? En général, on va dire que c'est 2 à 3 fois de chaque sport par semaine, quoi. OK. Donc, tout dépend, tes points faibles, tout dépend des périodes de l'année. Tu vois, à des moments, on va leur dire, là, par exemple, je veux que tu fasses un petit bloc spécifique en natation, on est en hiver, ça tombe bien. Course à pied, c'est plus compliqué, etc. Tiens, on va se faire un bloc, on va nager 4 fois semaine. Ça va te permettre d'aller acquérir vraiment un plus haut taux de fitness. Puis ça va te permettre aussi de développer tes compétences. Si vraiment tu veux travailler ta technique en natation, ça va te permettre d'aller passer du temps là-dedans, passer du temps dans l'eau, ressentir les choses, notamment en natation par exemple, parce que si tu regardes en natation, si tu augmentes ton fitness, si tu travailles énormément l'intensité en natation,
tu l'as travaillé énormément, tu vas gagner 3-4 secondes. Ouais, alors que tu ça. travailles ta technique, tu vas pouvoir gagner 10 secondes. Tu vois, exact. c'est, faut que les gens réalisent ça. surtout quand quelqu'un commence en natation, c'est super important. Ouais. Mais il ne faut pas faire que de la technique non plus, Non. parce que sinon tu t'améliores pas non plus. Donc, mais c'est ça, ça te permet de dire, là, je vais mettre un focus dans un sport, un petit peu plus dans une certaine période de l'année. Et puis, mais en général, tu vois, on se retrouve avec des heures entre 8... souvent, en hiver, nous, limitation, on fait plus du cours puis de la qualité. On va faire plus autour de 8-10 heures. Et puis, en été, ça va monter à 14-15, parce que le week-end, tu vas faire déjà 3 heures de vélo, ça va 1h30, 2 heures de course à pied. Ouais. Donc, tu es déjà à 5 heures le week-end. Ouais. Donc, voilà, après, si tu fais 1 ou 2 entraînements par jour dans la semaine. Puis, est-ce que tu annonces la même quantité de charge d'entraînement pour un full Ironman ou tu vas faire plus 50% ou ça ressemble à quoi? C'est plus important. Tu vas monter, même en hiver, on est déjà un petit peu plus haut parce que faut que tu aies une certaine base au niveau de la course à pied, etc., pour pas que ça monte trop vite après quand tu arrives en été. Blesse, c'est ça. Donc, on va être plus entre 10 et 15 quasiment tout le temps. Puis certaines grosses semaines en été où on va pouvoir monter, je suis dans la phase spécifique, dans les 2 mois avant, où on va monter entre 15 et 20 sur certains moments, quoi. C'est quoi ton take sur la croissance du monde du triathlon? T'sais, on a eu malheureusement le Tremblant en full Ironman qui est terminé. Toi puis moi, on a vécu probablement l'espèce de gros boom là, de 2005 à 2020 du triathlon. Penses-tu qu'on est encore dans une période de croissance assez solide c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'amateurs qui s'initient au sport? Toi, est-ce que tu reçois cette population-là? On continue de croître? Moi, tous les ans, on reçoit un nombre de demandes. Parce que si tu me dis oui, moi, j'engage quelqu'un en haut là, de plus. Là. mais nous, on reçoit tous les ans. Ouais. Des nouveaux. On a plus de nouveaux que de gens qui disent je prends un break, quoi. Donc, OK, fait que tu as de la croissance. L'attrition est plus faible que la nouveauté qui rentre. Je pense que si tu regardes d'une manière générale, on a l'impression ça croît peut-être moins vite, mais il y a tellement une grosse base maintenant qui font des sports d'endurance, c'est tellement rendu dans la vie norme. de tous les jours. Ouais. Mais c'est-tu nous qui est dans notre bulle ou c'est vraiment rendu la norme? Non, je pense pas. Parce que des fois, je suis comme, c'est peut-être parce que je reçois juste du monde qui font du sport. Mais tu vois, tu vas n'imôt où maintenant. Tu sais, il y a 10 ans, t'arrivais à la boulangerie, normal, c'est tous les matins, chercher la baguette. Ça, la baguette! T'arrivais chercher ta baguette, le gars, il disait, tu parles un peu avec les gens, le boulanger, tu disais, tu fais du triathlon, il disait, le truc avec la carabine et puis les skis de fond, là. Non, c'est pas ça. Et aujourd'hui, tout le monde connaît, quoi. Tout le monde sait ce que c'est, tout le monde, c'est devenu vraiment quelque chose de classique. Je dirais que c'est plutôt l'inverse aujourd'hui, c'est qu'on va avoir du monde qui maintenant, c'est devenu dans des défis complètement hallucinants, quoi. Ouais. Des cas Ironman, des machins, OK, ça sert à quoi, là? Des fois, tu te poses cette question-là? Ouais, c'est sûr. Souvent, même déjà, le Ironman, c'est beaucoup, mais en même temps, ça reste entre 10 et 15 heures dans une journée, ce qui est pas ce qui se fait dans plein d'autres événements, en vélo, en randonnée, en machin, c'est pas, mais moi il y en a, je trouve ça vraiment trop intense là. Puis c'est quoi c'est plus côté philosophique, mais c'est quoi ton take sur tu sais, toi t'as fait du triathlon, tu t'es rendu probablement au bout de ce que tu voulais expérimenter comme expérience humaine en donnant tout ce que tu avais. Est-ce que tu as atteint ça souvent? Le fait de dire j'ai tout donné, tu sais, genre, mettons. Non, parce qu'il y a toujours quelque chose que tu te dis, ça n'a pas été. Là, j'aurais pu mieux faire, tu vois. Qu'est-ce qui fait que tu tombes pas dans l'obsession de vouloir, de pas arrêter de. Je te sens plus équilibré, là, on va dire, là, mettons. Ouais, mais elle y est quand même. Après, c'est juste que les efforts pour continuer là-dedans, des fois, ça vaut pas le plaisir que j'ai ailleurs, quoi. Ouais. Donc, tu vois, là, par exemple, j'ai une fille qui a 6 ans, l'autre qui a 8 ans. J'ai plus de plaisir à passer avec elle, à aller faire 3 km de ski de fond en 3 heures que d'aller faire 4 heures de home trainer, tu vois. J'ai beaucoup trop de plaisir à faire ça. Donc... Est-ce que ça, tu l'avais anticipé? J'ai pas trop je savais que c'est sûr que qu'il allait y avoir des changements. C'est dur de savoir qu'est-ce la part entre est-ce que ça c'est un sacrifice, est-ce qu'en fait non, est-ce que tu peux pas savoir avant vraiment de le vivre, hein. Il y a des gens qui vont avoir qui parlent souvent de sacrifices d'ailleurs quand ils font du sport là. Et moi ça m'énerve là, c'est la personne qui dit regardez tous les sacrifices que j'ai fait pour me rendre là.
fais autre chose, là. T'es pas obligé, là. T'as oublié de t'inscrire à un Ironman. Ouais. Mais comment t'expliques ça à quelqu'un, justement? Tu sais, moi, c'est un peu ça, le fond le thème récurrent, je trouve, derrière les conversations que je me pose. Tu sais, le sport, je trouve que c'est un vecteur pour t'émanciper. Puis à un moment donné, c'est correct que tu dis, regarde, moi, j'ai fait le tour de ça, puis là, ben, je m'amuse à faire du ski de rando, puis le plaisir est au rendez-vous, tu sais. Est-ce que des fois, t'as le goût de dire aux gens, hey, on peut... t'es pas obligé là, d'être ici, ou genre, j'extrême un peu le truc, mais, tu sais, des gens que tu leur dis... Il me semble que là, le bonheur est plus au rendez-vous, là, tu sais. Ouais, non, mais tu sais, des fois, on doit replacer certains athlètes, essayer de le recadrer un petit peu en leur disant, ben, t'es sûr que c'est ça ton objectif, t'es sûr que t'as envie de faire ça. Le goût, ouais, c'est peut-être tu devrais fais des demi-Ironman ou fais... Après, je comprends, hein, quand t'as fait certains gros objectifs, tu veux pas redescendre en dessous, entre guillemets. C'est dur de se remobiliser pour d'autres choses. Mais c'est parce que je pense le plus important, puis c'est comme on en parlait tout à l'heure avec mes coachs, là, ce qu'on essaye de leur inculquer, c'est, avec leurs athlètes, c'est le plus important, c'est le style de vie que tu vas acquérir avec ça. De le faire pour longtemps. Tu vois, moi, ça fait 15 ans que je fais des Ironman régulièrement, parce que j'aime l'entraînement, parce que j'aime le style de vie qui va avec. J'aime que de temps en temps, ça m'oblige à aller à la piscine ou à me lever tôt pour aller m'entraîner, parce que sinon, je sais que si j'ai pas un objectif ou un truc, je vais rester à la maison, puis finalement, à la fin de la journée... Ben, tu t'es dit, j'aurais peut-être dû aller nager. Ouais, je suis moins heureux, en fait. Ouais, mais des fois, ça me prend quelque chose pour me forcer. Tu vois. Mais il faut pas non plus que ce soit une grosse obligation, et puis que t'en retires plus aucun plaisir, tu vois. Quand c'est obligé, ça marche pas, là. Est-ce que comment tu fais pour expliquer ça à un coach, là? Je me demande, parce que, tu sais, tes coachs, c'est souvent des ex-gens très performants. Ouais. Fait que là, eux autres, c'est parce qu'ils sont passés par là, tu sais, je me demande vraiment comment tu adresses ça avec eux. Non, mais c'est assez facile quand même, parce que la plupart de mes coachs, c'est des groupes d'âge aussi. Tu sais, ils sont pas professionnels nécessairement. Ça va souvent être des anciens athlètes, en fait, qui sont passés par Bard Coaching ou qui sont autour depuis assez longtemps et qui ont la passion de partager un petit peu ce qu'ils ont vécu. Tu vois, j'ai des personnes comme Marc Flajol qui a coaché pour moi pendant un certain temps. On a Patrice Brissindi. Tu vois, on a des athlètes qui sont performants, mais qui ont quand même ce rapport avec j'ai un travail, j'ai une famille, j'ai tout ça, donc ils ont quand même un petit peu ils comprennent, tu vois. Moi, j'ai déjà eu des expériences avec des coachs qui étaient soit triathlètes professionnels, soit des anciens nageurs olympiens, par exemple, et qui étaient complètement déconnectés et qui n'arrivaient pas à se mettre à la place de quelqu'un qui rentre dans l'eau, mais qui n'a jamais nagé, ou presque jamais nagé, et qui rentre dans l'eau à 30 ans dans l'eau, comment tu lui expliques qu'est-ce qu'il ressent, enfin, comment tu peux te mettre à sa place, tu vois, c'est super dur. Donc, nous, au moins, c'est ça, nos coachs sont assez adaptés, tout en étant performants, ils restent quand même les pieds sur terre. Alors après, des fois, moi-même, il faut que je les recadre. Tu sais, si je vois un coach qui est comme pas content de son athlète pour X raison, tu vois, faut que je dise, OK, on se... Puis après, des fois, c'est pas un bon match. Hein. Ça peut arriver aussi. Ouais, personnalité. De personnalités qui fonctionnent pas bien. Il y a certains coachs qui ont besoin d'athlètes qui sont plus focus. Il y en a d'autres qui ont besoin d'athlètes qui préfèrent accompagner, puis qui aiment bien discuter avec eux, qui aiment bien... qui préfèrent discuter... des rapports humains plutôt que des datas, tu vois. Chacun, donc après c'est à moi de faire mon travail derrière, de faire les bons matchs. Puis ça arrive aussi régulièrement que des athlètes changent de coach. Des fois c'est moi qui vais aller voir l'athlète parce que je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, puis qu'il n'ose pas me le dire, ou des fois les athlètes viennent me le dire, ou des fois ça vient du coach. Ça se fait bien là. C'est mieux ça que ça clash comme ça peut arriver des fois, quoi. Changement de sujet, si on va vers l'intelligence artificielle puis l'avenir de la profession au final là, que tu exerces, moi, je t'avoue que l'intelligence artificielle, j'ai comme l'impression que dans mon métier, par contre, il y a beaucoup de mon travail qui est, comme on disait, de recueillir le subjectif. T'sais, quand quelqu'un a mal au périnée, là, engourdissement, partie génitale, homme ou femme, là, je veux dire, l'AI, là, avant qu'ils comprennent vraiment où est-ce que tu as mal, puis quels sont tes symptômes, puis à quel point ça t'incommode. Je prends souvent les exemples de douleur à la selle parce que c'est quelque chose qui est complexe, qui demande on va dire en anglais un safe space, où il faut que tu en discutes, puis tu dis c'est où que ça fait mal, c'est quoi tes symptômes. Puis après ça, même si tu as mis la selle à la bonne hauteur, ça veut pas dire que la personne... Peut-être qu'elle a encore mal. Il reste du travail à faire. Fait que de ce côté-là, moi, je trouve que ma job est quand même assez
elle me semble assez résiliente. Il y aura probablement des changements. Je pense qu'il y a des outils de mesure qui vont m'arriver, qui vont me permettre d'accélérer mon travail, mais en même temps, je me dis, si ça me permet d'accélérer mon travail, j'ai comme l'impression que ce que je vais avoir comme temps de libérer, je vais le refocuser sur ma partie humaine. Ouais. Est-ce que c'est un peu ça, tu penses, qui va arriver dans ton job? Ah ouais, complètement. C'est, en fait, au début, tu dis, l'IA, les gens vont juste aller dans le chat GPT puis dire, OK, fais-moi un plan pour mon demi-Ironman dans 3 semaines. J'ai fait ça, les semaines d'avant, quoi. Tu as-tu fait? T'as-tu checké qu'est-ce qui te répond? Non, je ne pas mais je sais, enfin, tu sais, j'ai plein de monde qui ont partagé des choses partout, là. Fait que tu vois qu'est-ce que ça te génère, quoi. Après, en fait, mais la réalité... en fait, c'est que ça va être un outil super intéressant si on sait s'en servir. C'est un truc tout bête, par exemple, tu as toutes les datas de tes athlètes. Tu passes plein de temps à essayer de regarder les datas. Par exemple, tu dis, bon, bah là, mon athlète, il a une course cette année, il refait telle course, ça fait déjà 2-3 ans qu'il a fait. C'est quoi ses valeurs optimales? Qu'est-ce que je devrais lui mettre comme entraînement? Soit tu regardes tous ses entraînements passés, tu regardes son CTL, donc son fitness, à quel niveau il était, sa fatigue à quel niveau il était, etc. Puis il faut que tu ailles chercher, OK, c'était quoi l'optimal, etc. Il faut que tu trouves les choses, tu regardes les statistiques et tout ça. Ouais. Tu dis, alors que si tu as une petite ligne de commande, tu dis, trouve-moi le fitness optimal pour cette athlète-là par rapport à ce type de course, à cette saison de l'année. Paf, il va dire, en regardant l'historique, ça m'a sorti ça. Fait en gros, c'est simplement qu'il fait des recherches pour toi de manière plus rapide. Ouais. Donc pour ça, c'est super bon. Après ça va être... nous, par exemple, on l'utilise avec... on a ce qu'on appelle le forfait Tri Club, où c'est un plan d'entraînement, en fait, tout fait pour le demi-tremblant, par exemple. On a plusieurs niveaux. Il y en a aussi qui font de l'Olympique, d'autres qui font du demi-Ironman. On a un plan, si on veut, standard, qui arrive dans la boîte des athlètes. Donc, c'est dans Training Peaks, ils ont leur plan. Ça, c'est cool. Mais sauf que si l'athlète s'entraîne pas pendant une semaine parce qu'il était malade, la semaine d'après, le plan, il n'a pas changé. C'est le même pour les autres. Alors que logiquement, c'est vraiment pas compliqué d'avoir un petit moteur informatique qui va te dire, bon, comme tu as été malade... réponds aux 3 questions ici, puis on va te générer quelque chose de plus adapté. On part du plan qu'on a créé, puis on l'adapte. Ouais. Et aujourd'hui, du coup, on a lancé, avec une plateforme avec qui je suis partenaire, où je les aide à intégrer des plans d'entraînement là-dedans. On a intégré un plan Tri Club, où nous, on fait la planification globale, on crée des sessions d'entraînement, avec différents niveaux qui sont gérés automatiquement. On va dire, cet entraînement-là, il va avoir 5 différentes variantes. C'est cette valeur-là qui varie. Donc, ça peut être la durée, ça peut être le nombre de répétitions, etc. Ouais. Donc là, paf, ça te génère plein d'entraînements. C'est super bien fait. Et automatiquement, le plan de l'athlète s'adapte en fonction de ce qu'il a fait la semaine d'avant ou en fonction de... si tu as dit, moi, mon jour de repos, c'est le lundi. Il est déjà logué sur le Training Peaks de la personne. En fait, c'est pas Training Peaks, c'est une autre plateforme. Okay. On n'a pas le choix parce que Training Peaks ne veut pas embarquer là-dedans pour l'instant. Mauvaise idée. Non, ils veulent pas. J'ai écouté le CEO qui a fait une interview là-dessus. Pour l'instant, ils veulent pas. Peut-être parce qu'ils préparent leur propre truc aussi. Ouais, ils n'auront pas le choix de sortir, d'avoir quelque chose, simplement parce qu'il faut... Il y a des choses, ça sert à rien que ce soit un coach qui aille dans ton Training Peaks pour dire tu t'es pas entraîné, donc je réduis l'intensité de temps la semaine prochaine. C'est des trucs logiques. Évident, et pourquoi est-ce que c'est intéressant pour les coachs? C'est parce que le coach, au lieu de passer, comme tu disais tout à l'heure, pour toi, c'est qu'au lieu de passer du temps à aller dans Training Peaks, à faire un copier-coller, à réduire l'intensité, tu passes du temps avec l'athlète, tu peux échanger avec lui, tu peux faire une session de vélo avec lui, tu vois, il y a plein de trucs que tu peux faire. Donc, par contre, c'est sûr que pour les coachs qui font juste du copier-coller, qui prennent un plan puis qui l'adaptent rapido, qui ont 50 athlètes, ça marche pas. Ouais. Moi, mes coachs, ils ont entre 10 et 15 athlètes maximum. Donc, s'ils ont plus de temps, ils vont pouvoir parler avec leurs athlètes, ça va être super. C'est sûr que si tu as 50 athlètes, tu n'auras même pas le temps de parler avec tous tes athlètes. Mais si tu n'en as pas trop, là, au moins, tu vas pouvoir faire du temps de qualité avec eux. Donc, c'est simplement que ça va décharger des choses pour pouvoir passer plus de temps sur d'autres choses. Et nous, c'est pour ça aussi qu'on a intégré des sessions de vélo en live. On a intégré justement la plateforme Inside pour pouvoir faire des tests beaucoup plus poussés. Parce que l'IA, aujourd'hui, n'est pas capable de générer des entraînements en prenant en compte la nutrition, en prenant en compte, etc. Ça fait trop de data. Donc, nous, ça nous permet d'avoir déjà un step d'avance pour des gens qui veulent un entraînement premium, si on veut, avec beaucoup plus d'interaction avec les coachs, où le coach doit adapter chaque séance par rapport au profil de l'athlète. Donc, c'est plus compliqué. Mais c'est génial parce qu'on se retrouve à faire vraiment de la bien meilleure qualité, quoi.
Chers auditrices, chers auditeurs, je me permets d'interrompre 30 secondes le podcast simplement pour vous rappeler qu'en ce moment, même si on est au début de la saison 2025 et peut-être que vous ne pensez pas encore à l'importance de votre positionnement cycliste, sachez que le début de la saison avant l'été, c'est idéal pour faire votre bike fitting parce que comme ça, vous allez pouvoir traverser toute la saison de vélo en étant confortable et en étant performant en vélo. Donc, vous prenez rendez-vous à la clinique. Cette année, en 2025, ça fait 10 ans qu'on existe. Ça fait 10 ans qu'on a fait des milliers et des milliers de cyclistes satisfaits. 450-486-3888, vous nous appelez à la clinique ou vous visitez le physiovélo.com pour prendre votre rendez-vous directement afin d'être confortable et performant à vélo. C'est quoi la manière dont tu intègres nutrition, justement? Tu sais, tantôt, tu parlais des... Je sais pas si le lien est bon, mais tantôt, tu parlais de faire tes tests pour le logiciel que Jumbo Visma utilise. Ouais, tout ça, Inside, là. Ouais, c'est ça. Par rapport à Mass Adspurs, tout ça. C'est quoi l'aspect nutrition, là, vous, comment vous réussissez à l'intégrer? Parce qu'on sait que là, les grosses tendances, c'est de consommer énormément de glucides, de grammes de glucides à l'heure, tout ça. Ça devient une tendance, puis on peut le faire, on peut probablement réussir, mais on a besoin de s'adapter tranquillement. C'est quoi la conversation? Elle doit être quand même grosse autour de la nutrition au quotidien même. Mais en fait, c'est ça qui est super intéressant, c'est que quand tu as les données, tu comprends beaucoup mieux tout ça. C'est qu'en fait, on parle de quelles données, mettons, qui te permettent de bien comprendre non, mais par exemple, nous, on est capable de voir l'athlète, à quel moment il consomme le plus de gras. Okay, quand il fait un entraînement. Fait que ça va pas être il y en a, ça va être à 120 watts, donc ça va être à 140. Ça va jamais être trop bas non plus. Fait qu'il y a comme un pic. Et ce qu'on va vouloir faire pour les athlètes qui font de l'endurance, c'est que ce pic-là, il se déplace, donc qu'il soit capable de pousser de plus en plus de puissance en consommant à consommer du gras. Et ce qui est génial, c'est que tu as des gens qui voient des triathlètes qui disent « Regarde, ils consomment 100-120 grammes de glucides. » Fait que qu'est-ce qu'ils font à l'entraînement? Ils se mettent à bouffer toujours 120 grammes de glucides. Mais sauf que ton corps, si tu lui files toujours plein de glucides, déjà, il est pas capable de l'absorber, à moins que tu entraînes vraiment progressivement. Mais c'est que surtout, il s'entraîne juste à fonctionner sur des glucides. Donc finalement, il devient moins bon à consommer des gras. Mais sauf que les gras, t'en as comme une quantité illimitée, si on veut. Ouais, en tout cas, pour un Ironman, t'en as largement assez. Et en fait, il se désentraîne. Ouais. C'est qu'il s'entraîne à juste consommer des glucides. Alors qu'en fait, ce que tu veux, c'est augmenter ce que tu es capable de consommer en gras, puis par-dessus, tu vas foutre les glucides. Rajouter ce qu'il faut. Ouais. Pas plus. Mais si tu peux en mettre plus le jour de la course, tant mieux. Ouais, exact. Faut que tu le fasses intelligemment. Donc, c'est-à-dire, tu fais des phases d'entraînement où tu vas augmenter ce que tu peux consommer en gras. Donc, où tu t'entraînes exprès en consommant pas trop de glucides, tu fais exprès que la veille, tu as enlevé un petit peu tes glycogènes musculaires, comme ça, le lendemain, quand tu montes sur ta séance d'endurance, pas d'intensité, parce qu'en intensité, tu consommes des glucides, ta séance d'endurance où tu pousses un petit peu, mais pas trop, tu vas pouvoir monter ce que tu es capable de consommer en gras. Et après ça, quand tu vas faire une autre phase d'entraînement, où là, tu vas t'entraîner sur les glucides, spécifiquement, mais avant ta course, pour que là, au lieu d'avoir 60 grammes de glucides, tu peux en consommer 90. Donc, quand tu fais la somme des deux, là, tu as plus de puissance. Donc, tu sais pas l'un ou l'autre. C'est pas dire, moi, je fais tout en fat, parce que le jour de ta course, tu fais tout en fat, tu vas tout rester bas. Alors, évidemment, si tu fais un ultra, c'est parfait, parce que tu veux rester bas. Ouais. Mais quand tu fais du demi ou du full, t'es justement dans cette zone où faut que tu aies les deux qui soient optimisés. Ouais. Et moi, je trouve ça super intéressant, et surtout qu'on a ces données-là maintenant. Ouais. Donc, il n'y a pas l'un ou l'autre, c'est pas juste des sucres. Et puis, à la base, si on revient vraiment à la base du truc, on veut faire ça pour être en forme. Et le sucre, c'est pas bon. C'est pas naturel du tout. Si tu en consommes trop, ça travaille. De toute façon, Lionel Sanders nous l'a dit il y a quelques semaines. Là. Il mangeait pas bien puis il avait trop de sucre aussi. Ouais, c'est une bonne. Il faut que tu aies une balance. Ouais. Et moi, je préfère. Honnêtement, en ce moment, je préfère entraîner mes athlètes à être capable de consommer plus de gras, puis d'en rajouter un 60-70 grammes de glucides par-dessus, voire 80-90, qui est déjà beaucoup. Quelque chose à manger. Là. Plutôt que d'essayer de prendre 120, 130, 140, puis que de toute façon, la plupart se retrouvent dans ton estomac. Tu finis ta course, tu as super mal au ventre, et puis dans 4-5 ans, tu vas avoir plein de problèmes de santé parce que tu te retrouves diabétique, etc., parce que tu as beaucoup trop de sucre. Quoi, tu vois, c'est très dur à balancer dans l'entraînement. Ouais, être capable de balancer ça dans l'entraînement, c'est super dur pour pas que ton corps devienne juste une machine à bouffer du sucre. Ouais, exact. J'ai juste une grande ouverte parce que j'avais pas réalisé que ce serait ça le problème. Ça serait ça le downside, là,
la contrepartie de cette intensité-là que les gens ont à dire maintenant on peut consommer là, 120 grammes de glucides. J'avais pas pensé à cet aspect-là. Ça va sûrement être beaucoup. Ça commence déjà à être discuté sur Slow Twitch, peut-être. Ouais, peut-être. Mais... Non, mais c'est un sujet d'actualité parce que clairement, t'as tout le temps l'effet du pendule, dans le sens que là, les gens vont faire comme on consomme des glucides. Puis là, dans 5-10 ans, les gens vont faire hey, il fallait pas peut-être en consommer à côté si cette balance-là. Puis toi, t'as pris cette idée-là où dans ce logiciel-là qui... Ben, en fait, avec ce logiciel, c'est logique. Mais en fait, après, c'est une question de bon sens. En fait. C'est ce qu'on a toujours fait. Mais c'est parce qu'avant de savoir qu'on pouvait consommer 100 grammes de glucides, il fallait faire ce travail-là d'augmenter notre zone où est-ce qu'on brûlait du gras. Je veux dire... Puis naturellement, c'est quelque chose qu'on va faire. Tu t'en vas pour faire une randonnée, puis pour faire. Tu vas pas commencer à bouffer des gels tout de suite, quoi. Tu vois. Si t'en vas dans l'Antarctique, t'amènes du beurre. Là. Ben voilà. Je veux dire, c'est. Et de ce point de vue-là, je veux dire, c'est très logique. C'est juste qu'avant justement d'utiliser tous ces outils-là, on y accordait un peu moins d'importance. On disait, va voir un nutritionniste. Maintenant, on le fait encore. On leur dit, là, tu vois, le plan, c'est ça. Va voir un nutritionniste qui va pouvoir t'aider à atteindre ça. Quand on est sur un bloc où justement on va utiliser peu de glucides, va voir le nutritionniste pour qu'il te programme un souper puis un déjeuner qui va être quand même sain, mais où il va y avoir un peu moins de glucides, parce que je veux pas que tu en aies trop pendant ta ride. Par contre, inversement, je veux que on fait un carboload, etc., va voir un nutritionniste pour qu'il t'adapte ça, ou on fait une session où on va simuler ce qui va se passer le jour de la course, où on veut optimiser tes consommations de glucides, dans ce cas-là, on va avoir un nutritionniste pour qu'il te programme ça un petit peu mieux, tu vois. Comme avant, en fait. Mais c'est juste que maintenant, on a des données plus précises. Quand un athlète va me dire « Ah, mais là, regarde, il consomme plein de glucides », je vais pouvoir lui dire « Ok, c'est comme pour tout, c'est comme l'ultra, faire juste du Z2 ou faire juste de l'intensité. Il faut faire attention. Il y a une logique derrière tout ça, c'est pas l'un ou l'autre. C'est les deux. Tout en même temps, bien fait. C'est des étapes. Tu vas faire l'un, tu vas faire l'autre. À quel moment tu dois les faire dans ton année? À quel moment tu dois c'est comme quelqu'un qui va dire je vais faire juste du low fat et puis je vais juste y aller sur des gras, mais je veux faire de l'intensité en même temps. Ça marche pas. Fait que tu vas pas réussir tu vas pas réussir ton entraînement et que oui, tu vas stimuler au niveau de la nutrition, mais au niveau de l'intensité, tu vas être zéro, tu vas être complètement dans le champ. Donc finalement, tu vas te désentraîner aussi. Donc, il y a des logiques à suivre qui sont intéressantes, quoi. C'est quoi les signes chez un athlète pour lequel, par exemple, un ou une athlète pour lequel les données deviennent quasiment anxiogènes? Ouais, c'est sûr que, comme on disait en début... tu ris parce que tu le vois souvent? Parce que l'athlète qui va te dire « Ah là, mon CTL, il baisse. » Ouais. Ah oui, on parlait de ça, oui. Déjà, tu dis, OK, on se calme, là. Ça, c'est juste une data. C'est peut-être ce qu'on veut aussi. C'est ce qu'on veut, exactement. C'est ce qu'on veut, que tu sois reposé. Parce que si je veux que tu sois capable de faire des intervalles comme on fait de VO2, par exemple, en ce moment, il faut que tu sois reposé. Faut pas que si ton fitness est trop haut, ça veut dire que tu vas avoir trop de fatigue. Donc, je veux pas que tu sois trop haut en ce moment. Donc, c'est les données comme ça. C'est les athlètes qui, dès que leur gamine ne marchait pas, ils sont en panique et puis ils rentrent à la maison. Ou, c'est sûr que trop de données, à un moment, ça devient... Ça, tu le reflètes à ton athlète? Comment tu essaies de naviguer ça, ces situations-là? Où est-ce que... on va leur en parler, on va leur dire, OK, décroche, là, fais une ride, oublie les datas, va juste rouler, va juste courir. C'est super important, quoi. Faut reconnecter avec OK, pourquoi tu fais ça. Puis est-ce que on parle de récupération, reconnecter avec le pourquoi tu fais ça. Je pense que faut que ça revienne plus souvent qu'autrement parce que sinon ta motivation elle peut être un petit peu twisted, elle peut être un peu mésadaptée quand tu viens le temps de te poser la question est-ce que tu as vraiment du plaisir? J'allais te demander par rapport à justement la récupération parce que j'ai l'impression que moi, une des choses qui est devenue anxiogène avec les outils, j'ai toujours eu une relation où est-ce que j'aimais ça en avoir puis justement j'avais des périodes où je n'utilisais pas puis là on dirait que je suis dans une période où j'ai pas d'objectif sportif puis je m'entraîne quand même puis c'est le moment où j'ai le plus de plaisir, on dirait, à avoir des data parce que justement mon but c'est juste de me maintenir en attendant par exemple que la petite enfance de mes enfants soit terminée pour recommencer peut-être sur d'autres choses, t'sais. Mais une des choses qui m'avait beaucoup joué dans la tête, c'était les valeurs de qualité de sommeil. Ah ouais. Tu sais, qu'une montre te donne. Ouais. Alors que des fois, si j'avais pas eu ça, genre, avant ça, je veux dire, je me levais le matin puis j'allais m'entraîner anyway, tu sais, dans le sens que... Fait que maintenant, j'apporte plus la nuit parce que
on dirait que vu que je l'ai, je la regarde, mais comme finalement, c'est zéro corrélé avec. Des fois, je m'empêche peut-être de m'entraîner, tu sais. Alors que je vais juste y aller, en tout cas. Fait que ça, est-ce que c'est quelque chose que tu entends parler, le truc de sommeil, ou c'est juste moi qui a chiré là-dessus? Ouais. Non. On en entend parler, un petit peu comme avec le HRV et tout ça, là, tu sais. Ah oui, c'est quoi, le Whoop, là? Ouais, c'est Whoop, ça utilise la même chose, là. Ouais. Mais c'est... Ça T'es-tu déjà tombé là-dedans, toi? Non. En fait, déjà, dormir avec une montre... moi, ça m'agace, là. Je serais pas capable, là. Je peux pas, là. Okay. Mais parce que c'est intéressant. J'ai entendu beaucoup de choses autour de ça. Donc, c'est comme, par exemple, c'est quoi le meilleur outil pour mesurer ton sommeil? C'est toi, est-ce que tu es fatigué quand tu te lèves, quoi. T'as pas besoin d'avoir une montre qui dit « Ah, t'es fatigué. Ah, je suis fatigué aujourd'hui. » Des fois, t'as besoin de quelqu'un qui te le rappelle, là, mais bon, tu sais... Ça sert à quoi? Non, mais je suis d'accord. À un moment, je suis d'accord. Ça devient trop, quoi. Il n'y a rien de mieux que de se réveiller et d'être enthousiaste par rapport à ta journée. Tu sais que tu as bien dormi. Puis là, tu mets ta montre, puis je suis stressé, je dors pas bien, ma montre, elle va me dire que j'ai pas bien dormi. Je sais pas, enfin, c'est trop, là. Ça, c'est quand même, je trouve que c'est très culturel, cette tendance-là à vouloir optimiser. Ouais. Puis parce que, tu sais, moi, ce qu'il y a, c'est qu'en plus, c'est pas parce que tu vas avoir une montre que tu vas mieux dormir, enfin que ça va t'aider à mieux dormir, tu vois. Moi, je pense que ça va pas t'aider du tout. Je t'ai rendu là-dedans. Là. Si simplement c'est de dire faut que je dorme mieux, tu dormiras mieux, ok, mais ça marche pas comme ça. La montre, ok, c'est pas comme quoi, j'ai un intervalle à faire, faut que je dorme. Ça marche pas comme ça. Donc non. Après, faut se déconnecter, hein, justement. De toute façon, on est trop connecté avec tout le temps, avec tout, les médias, les machins, les montres, les trucs. Ça fait du bien de juste plus avoir d'infos, tu vois. Là. Comme là, quand je vais aller à Tucson, là, j'avais... Jacinthe, elle s'entraînait sur son vélo. On a un rouleau qui est connecté avec les pédales. Ouais. Puis c'est les pédales qui envoient le power au rouleau, puis le rouleau, il s'adapte avec ça. C'est le kicker roller. Ah, ok, oui. Okay. Et puis là, elle l'avait installé sur son vélo de montagne. Et puis pour qu'elle puisse faire des entraînements un peu amusants ou faire du Zwift ou n'importe quoi, il fallait qu'il y ait les power. Fait que je lui ai mis mes pédales. Puis là, je m'en vais à Tucson. Je suis comme, j'ai pas mes pédales avec mon power. Je dis, je vois pas de power. C'est tant mieux. Après ça. S'en fout, là, de toute façon. C'est pour ça, je vais juste pour rouler, puis j'ai pas d'objectif, et que tant mieux. Puis est-ce que c'est une réflexion, tu penses, qui est la somme de tes apprentissages, ou tu sembles dire que quand même, tu avais toujours un peu ça au fond de la tête, là? Derrière toi? Ça dépend. Quand je suis focus, quand j'ai un gros objectif, j'aime ça. Mais sinon, des fois, c'est ça, j'aime bien m'en décrocher. Quoi. Faut peut-être savoir aussi pourquoi on les utilise, à quel moment. Faut pour moi, il faut qu'il y ait un intérêt à les utiliser. Quoi. Après, c'est ce qui te permet de mesurer, après, c'est le plaisir que tu as. Quoi. C'est ça le meilleur métrique. C'est ça. Après, c'est sûr que quand je m'entraîne spécifiquement, mon plaisir, c'est de me dire j'ai fait mes datas. Tu vois. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs que quand je fais du vélo puis que je m'entraîne, je fais quasiment tout sur le home trainer. Pour avoir parce que ce qui m'intéresse, c'est mes datas. Si pour partir en ville, être stressé parce que les voitures, il y a des voitures, machin, faut que je m'arrête aux lumières et tout ça, ma moyenne est moins bonne, etc. Ça me stresse, tu vois. Alors qu'à l'entraînement sur mon home trainer, par contre, quand je veux faire du vélo pour le plaisir, que j'ai pas de compétition, que les datas m'intéressent pas, je prends mon gravel bike, puis je pars de la maison, puis je me fais une grosse loupe. Puis là, c'est le plaisir, je vais rouler dehors. Mais parce que quand j'ai un objectif, mon plaisir, c'est les datas. Tu vois, c'est d'être sûr que j'ai réalisé mon entraînement comme il faut. Donc, je sépare un peu les deux. Des fois, c'est comme, est-ce que je fais du vélo ou est-ce que je fais de l'entraînement, tu vois, c'est un peu, c'est bon ça, est-ce que je fais du vélo ou de l'entraînement? Des fois, il y a, quand t'es sur ton home trainer, c'est de l'entraînement. Mais j'ai du plaisir à m'entraîner. Donc, on approche de la fin. C'est une discussion qui est vraiment intéressante. Merci encore une fois d'être venu au studio. J'avais le goût qu'on finisse avec des petites questions sur les mythes à déconstruire, puis un message, là, justement, on est déjà en train de le faire un petit peu, là, le message, est-ce que je m'entraîne ou est-ce que je suis en train de faire du vélo? Puis le plaisir, c'est le meilleur métrique. Ce serait quoi les derniers, pas les derniers, mais les mythes actuels là, par rapport à l'entraînement qui subsistent? On en a soulevé quelques-uns, mais celui que tu as l'impression que les gens seraient le plus gagnant de comprendre par rapport à si je m'inscris à Ironman, par exemple. Quelque chose qui revient souvent. Tu dois avoir des espèces de... Moi, on appelle ça des patrons cliniques, là, des choses que genre les gens ont mal à cause qu'ils ont fait ce problème-là. Là. Ouais, c'est... Des tendances. Ouais, c'est sûr que sur le longue distance, les gens ont toujours peur de ne pas en faire assez. Ils ont peur de pas en faire assez. Et c'est normal. Sur la quantité d'entraînement. Ouais, si tu arrives surtout sur un Ironman, là, c'est normal de...
si tu penses que tu as fait tout ce qu'il fallait sur la ligne de départ, pardon, c'est pas bon signe. C'est louche. C'est louche. C'est normal de vouloir de te trouver que tu n'en as pas fait assez. OK, ce sentiment-là, il va t'habiter même si tu es prêt. Bah oui, parce qu'en fait, tu feras jamais la distance avant, quoi. Et tu vois, justement, dans les mythes, là, t'en as plein qui pensent qu'il faut qu'ils fassent les 180 km de vélo avant. Il faut qu'ils le fassent. Tu vois, ils vont se faire des sorties de 5, 6 heures, 7 heures de vélo plusieurs fois avant. Ils vont faire des sorties de course à pied de 3 heures plusieurs fois avant. Et en fait, physiologiquement, ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est ton addition dans ta semaine. Ton endurance, une fois que tu es capable de faire 3 heures de vélo, tu vas pouvoir en faire 5 de toute façon. Après, il faut que tu passes du temps sur la selle, justement, pour être habitué à ça. Il faut que au niveau de ta nutrition aussi, que tu vois que ça va fonctionner, etc. Mais l'idée de faire absolument 180 km de vélo avant de faire ton Ironman, moi, dans ma vie, les fois où j'ai fait 180 km, quasiment, à part quand je faisais du gravel ou des choses comme ça, sur mon vélo de TT, c'est juste pendant des Ironman. Sinon, sur mon vélo de TT, ça s'arrête à 150 parce qu'après 5 heures, j'en ai assez, j'en ai pour mon compte, quoi. Après, le jour de la course, ça passe sans aucun problème, quoi. Mais c'est la distance, c'est l'idée de la distance, de vouloir absolument faire grosse distance avant. Ça change rien, en fait. Ça change rien sur le. Puis on parle de vélo, mais est-ce qu'on parle de la même chose par rapport à la course à pied? Ouais, course à pied, c'est pareil. Les gens veulent absolument faire un 35 ou un 3 heures de course à pied. Ça sert à rien. À part que tu vas te détruire, que ça va prendre trop de temps à récupérer. Ouais. Et on a souvent des athlètes qui vont se faire une grosse sortie de course à pied. Avant? Dans le taper? Ouais, dans le taper ou même... En fait, le défaut, c'est que quand tu fais une des fois une trop grosse sortie, OK, au lieu de courir tes 27 km qu'on t'avait mis qui était déjà beaucoup, t'en as fait 30 parce que tu voulais atteindre le chiffre de 30. Et du coup, la semaine d'après, ça va te prendre vachement plus de temps à récupérer. Et donc, ta semaine d'après va être super mauvaise. Et donc, en fait, les petits 3 km que t'as rajoutés là, il a hypothéqué le reste. Il a hypothéqué toute ta semaine d'après. Donc, t'as rien gagné, en fait. Donc, c'est vraiment une question d'équilibre, de ne pas gâcher les choses parce que tu veux absolument faire... Tu sais, c'est la constance. La clé, c'est la constance. Dans tout, c'est la constance. Et éviter les blessures, notamment en course à pied. C'est vraiment... C'est ça qui fait que les athlètes progressent le moins vite, c'est quand ils se blessent. Ouais. C'est juste de la constance. Mais c'est dur. Hein, Moi, le premier, je me rappelle une fois, j'avais une grosse tendinite quand je préparais Lake Placid il y a longtemps, mon deuxième Ironman. Et j'ai mal aux pieds, mais sauf que là, j'ai une session de genre 10 fois 1 miles à faire sur la piste. Et j'ai la tendinite qui commence à sentir, quoi. Parle d'Achille. J'y vais quand même, ouais. Ouf. Et j'y vais quand même. Et je peux te dire qu'après, pendant 6 mois, j'ai la tendinite qui m'a couru après. C'est tout ça pour une session, tu vois. Ouais, c'est débile. Tu l'as explosé. Mais mais des erreurs. Après, tu le sais pas. Des fois, tu dis, mais c'est peut-être juste une petite douleur qui est là, puis elle va partir. Et j'y vais quand même. Ouais. Mais on est tous coupables de ça. Ouais, c'est ça. Hey Bart, merci. Je vais mettre le lien Bart Coaching pour ceux qui veulent s'intéresser. Tu as aussi fait 1 ou 2, 3 épisodes de podcast qui s'en viennent, peut-être? Ouais. Transition, super intéressant. Je vais aller écouter celui avec Paul, c'est ça, avec le gars de Swim Smooth. Écoute, t'es le bienvenu quand tu veux. Bon camp d'entraînement. Puis merci pour tous ces bons conseils. Je suis sûr que cet épisode-là va être extrêmement apprécié dans la communauté. Merci, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Ciao. Ciao. Chères auditrices, chers auditeurs, merci d'avoir été avec nous encore cette semaine. J'espère que vous avez apprécié la conversation. N'hésitez pas à vous abonner puisque cette année en 2025, vous avez la chance d'avoir un podcast par semaine produit par Physio Vélo. Donc, vous avez les longues entrevues que je m'occupe une fois par 2 semaines. Et une semaine sur 2, vous avez la chance de suivre ma collègue Gabrielle Théoret, physiothérapeute et prochainement triathlète qui s'inscrit à son premier demi-Ironman 70.3. Vous avez la chance de la suivre à travers justement cette aventure-là, cette quête-là de réussir à terminer et à performer son premier demi-Ironman. Donc, en espérant que ce contenu continue de vous plaire, n'hésitez pas à le partager. On se revoit la semaine prochaine. Ciao!